Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire, co-organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité et par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. N'hésitez pas à nous indiquer votre nom, prénom et votre fonction dans le chat. Comme ça, on aura une visibilité sur les participants à ce webinaire. Et vous aurez aussi la possibilité d'interagir avec nos intervenants tout au long du webinaire grâce à l'outil questions et réponses que vous trouvez en bas de votre écran. Je commence aussi par me présenter. Donc, Camille Flamanski, chargée de mission hébergement logement à la FAS nationale. Et je passe la parole aux collègues de la DIAL qui nous ont confié la co-organisation de ce webinaire. Oui, bonjour, merci beaucoup Camille et bonjour à toutes et tous. Aux côtés de la FAS pour l'organisation du webinaire, Mathilde Glaire, chef de projet à la DIAL dans la mission Accès et maintien dans le logement. Bonjour à toutes et tous. Pour la DIAL aussi, Élise Corbe, chef de projet au sein de la mission hébergement. Et bonjour également à toutes et à tous. Donc Raphaël Blounine à la coordination nationale du HSA d'abord et sur les questions santé mentale. Merci beaucoup. Et donc tout de suite, pour ouvrir ce webinaire, je passe la parole à Jérôme Darcourt, délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce début d'après-midi pour ouvrir cette séquence qui est importante au cœur de ces journées du plan logement d'abord 2. Et lorsque je réfléchissais à comment introduire l'après-midi, ça m'est apparu comme une évidence de rebondir sur le titre. Le titre qui a été proposé et choisi, alors j'y suis pour rien, hein, je vous rassure, mais par les collègues qui sont présentés à l'instant, qui est ce titre de faire vivre les pratiques orientées logement d'abord dans l'hébergement. Ce que je voudrais relever, c'est vraiment ce choix du faire vivre. C'est la première fois qu'on a proposé le thème rédigé ainsi, en tout cas que je le vois ainsi. Et il me semble intéressant à plusieurs titres. Euh, je vois au moins trois choses. D'abord, se dire que faire vivre les pratiques, ça veut bien dire qu'on ne part pas de rien, loin de là. On s'appuie sur quelque chose qui existe en plusieurs endroits, qui est développé avec des niveaux d'avancement différents. Mais en même temps, quand on se dit qu'on veut faire vivre les pratiques de logement d'abord, c'est aussi qu'on a une conscience claire qu'il y a un bout de chemin à faire, qu'il y a encore des marges, qu'on sait qu'on doit progresser, qu'on doit continuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le faire vivre, on sent bien combien ça repose sur une action de terrain, combien on s'appuie sur des pratiques, des communautés de pratiques, des professionnels engagés. On n'est pas dans une logique de faire un cours sur ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de positionnement dogmatique sur le sujet. Il y a un fond qui est clair. On sait ce que sont les grands principes du logement d'abord. On sait ce que l'expérimentation des chez-soi d'abord a permis de reproduire sur le territoire national. On sait qu'on doit beaucoup travailler encore. Tout ça se fait dans une forme de discussion ouverte aussi et de partage de pratiques avec vous tous. Je le disais, on sait que euh, on sait tout ce qu'on le logement d'abord a permis de comprendre et de connaître sur ce qu'on peut attendre des personnes. Mais c'est vrai aussi que tous les jours, on peut se le dire, on est encore confronté à un certain nombre de retours d'idées on pourrait penser un peu anciennes, mais qui existent toujours. Il reste encore beaucoup de réflexes hébergement, pour le dire ainsi. On entend régulièrement, encore récemment, des retours sur telle ou telle personne, elle ne peut pas accéder au logement, etc. Enfin, des réflexes hébergement. Et c'est là on voit combien les dimensions vraiment culturelles aussi, et une vraie charge, une vraie ambition qu'on doit apporter collectivement, de continuer de porter le sujet en revenant à ces résultats premiers du logement d'abord, à ces grands principes qui seront sans doute repartagés en détail dans le cours de l'après-midi, mais vraiment autour de cette idée qui a ce pari collectif qui est fait que l'accès au logement est possible
avec l'accompagnement social qui est adapté et qu'on ne peut pas présumer de la capacité d'une personne à habiter un logement. Cette orientation-là sur l'accès au logement, elle est vraiment au cœur de la politique publique qu'on porte. Vous le savez, elle a encore été réaffirmée tout récemment dans une circulaire que la ministre a envoyée sur l'accès au logement. Et, euh, et donc, il nous revient donc collectivement de porter ce changement de pratique et continuer d'œuvrer à ce que on puisse toujours mettre la personne au centre, lui permettre de faire les choix, décider des prochaines étapes en conscience. Et on retrouve évidemment tout le rôle des acteurs de terrain, des travailleurs sociaux au premier chef pour ouvrir tout le champ des possibles. Et puis évidemment de continuer à travailler donc à toutes les pratiques professionnelles qui vont au-delà, la réduction des risques et des dommages, etc. Mais tout ça sera retravaillé, je pense, dans cet après-midi. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire en rebondissant sur ce faire vivre, euh, là, à l'instant, je mettais fortement en avant votre rôle, le rôle de tous les acteurs de terrain, à tous les niveaux, tous les positionnements, associations, structures, accueil de jour, services de l'État, services de concentré, bailleurs, etc. Mais je voulais aussi dire que c'est surtout pas une manière pour nous de nous dédouaner et on prend toute notre part et toute notre responsabilité au niveau national dans ce qu'on peut essayer de porter, de construire pour faire vivre ces pratiques logement d'abord. Cet après-midi, on a une bonne illustration. Et il y a un rôle d'animation qui est clair et je voudrais vraiment saluer et remercier tous les intervenants qui ont accepté de construire l'après-midi et puis vous tous ceux qui êtes connectés. Il y a un deuxième niveau qui est dans tout l'outillage qu'on peut proposer. Vous savez qu'il y a des ressources qui existent, il y a des expérimentations dont on tire des enseignements. Il y a des contacts aussi que vous pouvez prendre sur tel ou tel sujet. L'équipe de la Dial est à votre disposition. Et puis, on va continuer aussi de nourrir ces ressources en ligne dans les prochaines semaines. Là, c'est encore un peu tôt, mais on continue de travailler à ce qu'on peut vous proposer comme support pour continuer de faire vivre ces pratiques logement d'abord. Et puis, évidemment, il nous revient aussi au niveau national, avec vous tous, avec les têtes de réseau, de construire le bon cadre et les bonnes incitations aussi au-delà pour faciliter ce changement de pratique. Et évidemment, c'est important pour moi de vous dire un mot de l'importance de cette orientation logement d'abord dans la réforme du pilotage du financement et la tarification des CHRS. Et notamment, puisqu'à cette occasion-là, on a repris tout le référentiel de l'accompagnement social en CHRS, avec clairement l'accès et le maintien dans le logement qui sont posés comme étant vraiment les accompagnements prioritaires des CHRS, mais aussi l'idée, bien sûr, que l'accompagnement social, il se déploie dans une forme plurielle qui s'adapte aussi aux besoins des personnes. Donc, à travers cette réforme de la tarification, c'était vraiment pour resituer toute l'ambition qu'on porte en partant de l'animation des pratiques, ce qui va nous réunir cet après-midi, jusqu'au cadre de gestion beaucoup plus lourd qui donne le cadre structurel et pérenne, et vous redire combien cette orientation de l'accès au logement, du logement d'abord, est vraiment structurante pour nous pour avancer. Donc merci beaucoup à vous tous d'être là cet après-midi. Pour terminer là-dessus, je crois que c'est vraiment un enjeu majeur que nous avons d'essayer de continuer d'ouvrir le cercle des participants, d'ouvrir l'auditoire. Beaucoup parmi vous connaissent bien le logement d'abord, ont peut-être déjà des pratiques assez avancées, mais j'espère que sont présents plein d'entre vous qui avaient peu ou pas entendu parler jusque-là du logement d'abord, ou peut-être qui jusque-là vous êtes dit bah non, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas, c'est un sujet de logement accompagné, c'est pas. Alors que justement, on est là aussi pour aller casser peut-être les idées conçues qui peuvent rester. Et on voudrait je voudrais vraiment vous remercier tous d'être là, saluer ceux dont l'engagement va nous permettre de donner une énergie, un dynamisme. Et puis, je compte sur vous pour qu'on puisse continuer d'aller chercher donc partout autour de nous
de nouveaux lieux, de nouveaux interlocuteurs auxquels porter cette manière de faire vivre les pratiques du logement d'abord partout dans les structures d'hébergement. Voilà, très bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Monsieur Darcourt, pour votre intervention. Je me permets de passer la parole à Nathalie Latour. Donc, Nathalie, tu es directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'implication de la FAS, notamment dans le développement du logement d'abord et dans l'essaimage des pratiques professionnelles orientées logement d'abord que Monsieur Darcourt évoquait? Merci Camille et merci beaucoup Jérôme pour ces mots et pour cette co-organisation. Je pense qu'il est aussi assez symbolique de la façon dont on s'implique les uns et les autres à des places différentes mais totalement complémentaires et qui prouve en fait que quand on est impliqué et quand on soutient des choses qui ont pu émerger du terrain et que ça devient une politique publique dans laquelle on s'engage, on a des effets de transformation qui sont là. On l'a partagé dans le cycle de webinaires que vous avez lancé autour de cette politique du logement d'abord avec le premier webinaire sur le fait qu'on a effectivement des bons chiffres sur cette capacité d'accès au logement qui est aussi la résultante d'un accompagnement, encore une fois, qui s'adapte aux besoins des personnes. Et il est évident qu'il faut impérativement qu'on arrive à partager ces évolutions de pratique, qu'on les valorise, parce qu'elles sont là, elles sont présentes, et qu'elles doivent, encore une fois, essaimer. Et que la question du logement d'abord, c'est bien les deux pieds de comment on fait ce travail d'accompagnement social sur mesure, comment on respecte les choix, les temporalités des personnes. Et ça, c'est bien évidemment dans l'enjeu de l'accès au logement, mais aussi dans le travail qu'on peut faire dans le cadre de l'hébergement. Et il faut quand même noter que ces dernières années, il y a eu des avancées considérables qui ont été mises en place sur le terrain, des adaptations aussi de dispositifs. On peut penser au dispositif des personnes en situation de grande marginalité qui a été soutenu au moment du Covid. Tout ça, ça fait partie, encore une fois, des choses qui sont importantes parce que c'est derrière la philosophie de changer de regard sur des personnes qui sont en situation de sans-abrisme et de faire la démonstration, encore une fois, que le besoin de protection avant tout, de disposer d'un chez-soi, permet ensuite derrière d'accompagner. Alors bien sûr, tu l'as redit et nous repartageons, c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est très délicat, qui est très difficile et qu'il est mis à rude épreuve dans un moment de crise de logement, de crise de l'hébergement, dans quelque chose qui est difficile pour tenir les questions d'inconditionnalité, de continuité. Et bien évidemment que je les évoque parce que faire ce travail-là, ce n'est pas nier, ce n'est pas être dans on nie la difficulté et on le fait comme si elle n'existait pas. Mais je crois qu'au regard de ces difficultés, et tu l'as rappelé, la circulaire interministérielle sur la question de la fluidité positive, la note que la ministre a pu envoyer juste avant la fin du gouvernement sur le rappel de ces éléments-là est extrêmement là aussi structurant parce qu'elle doit nous permettre de ne pas lâcher. Et que de notre côté, du côté de la Fédération des acteurs de la solidarité, bien sûr qu'on continuera à redire que nous voulons une politique pluriannuelle de la rue au logement, nous voulons quelque chose qui continue dans la structuration. D'ailleurs, comme nous avons pu vraiment le travailler avec beaucoup de rigueur et d'intelligence à la sortie du Covid. Bien sûr qu'on rappellera aussi la nécessité d'investir dans le logement, la nécessité aussi pour soutenir ces pratiques professionnelles de pouvoir avoir des moyens dédiés à la formation, à l'accompagnement, avoir des catalogues de formation qui continuent à être étayés de ces pratiques, encore une fois, et de ces principes du logement d'abord. Cette question de la culture commune et de l'interconnaissance, ça fait partie des éléments, encore une fois, que nous portons dans notre plaidoyer. Mais je pense que l'intérêt d'un webinaire comme celui-ci, et c'est très encourageant de vous voir aussi nombreux à y participer, et moi aussi je remercie fortement les équipes de terrain qui vont être là pour partager leur expérience, c'est vraiment de faire la démonstration que malgré des contextes difficiles, nous avons une part de possibilités de continuer à faire et que il faut valoriser tout ce que vous mettez en place sur le terrain, tout ce que vous avez mis, tout ce que vous allez continuer à mettre en place, parce que c'est la force aussi de l'intervention sociale, c'est la force du travail
en participation avec les personnes directement concernées. Parce que les structures d'hébergement, les acteurs de terrain autour, encore une fois, de l'hébergement, du logement accompagné, ont un vrai savoir-faire en fait en matière d'accompagnement social global. Elles ont cette capacité à évaluer la situation sociale des personnes, médicale, psychologique, cette capacité d'écoute, d'orientation. On sait aujourd'hui qu'avec la complexité des situations qu'on rencontre et qu'on accompagne, on ne peut pas faire seul. On doit être en capacité, encore une fois, d'être à côté de la personne, mais de mailler les réponses avec d'autres partenaires dans une logique de coopération. Et cette capacité à travailler en partenariat avec la justice, avec l'emploi, avec le logement, avec la santé, c'est aussi une des forces de ces pratiques professionnelles. Et Jérôme l'a évoqué, c'est toute l'adaptation aussi aux pratiques de réduction des risques, de rétablissement, d'accueil de personnes avec animaux, de participation d'aller vers. Et c'est un peu tout ce panel de réponses qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui dans ces pratiques qui nous semble vraiment absolument déterminante dans ce moment, et y compris quand on vit des moments tendus. C'est à nous de garder le cap, c'est à nous d'être solides dans les acquis, encore une fois, de pratiques professionnelles qu'on a pu avoir. Et sachez qu'en tant que fédération des acteurs de la solidarité, on sera toujours à vos côtés pour permettre, encore une fois, ces échanges de pratiques et de les soutenir à la place qui est la nôtre. Donc, merci encore une fois aux intervenants et aux intervenantes. Merci à la DIAL pour la co-organisation de ce webinaire et merci à vous tous d'être présents. Ça s'annonce passionnant. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, tu le disais, les acteurs de terrain ont un vrai savoir-faire et c'est ce qu'on va valoriser tout au long de ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Raphaël Ponce. Donc, vous êtes coordinateur au CHRS La Charade de l'Asso. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos pratiques professionnelles? Qu'est-ce qu'on met derrière cette évolution des pratiques professionnelles? Et pourriez-vous aussi nous présenter les spécificités de votre structure? Bien sûr, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Pons, je suis coordinateur et éducateur spécialisé au CHRS La Charade. J'ai prévu la présentation en quelques temps. D'abord, vous présenter l'association en deux, trois lignes. Ensuite, le CHRS et ma présentation va se cibler sur la pratique du rétablissement que je vais présenter rapidement et donc l'application du rétablissement dans nos pratiques professionnelles auprès du public. Donc, je vais vous présenter tout ça, essayer d'être le plus clair possible. Et si vous avez des questions, je crois que dans le chat, vous n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, tout d'abord, l'asso, c'est une asso lyonnaise qui est développée sur la métropole, qui a but non lucratif et qui est reconnue d'intérêt général. Et le public accompagné est essentiellement un public en situation de grande précarité, avec trois centres d'hébergement, une crèche inclusive, un accueil de jour et un service d'accompagnement vers l'emploi. Et tous ces services vont axer leur travail sous forme de rétablissement. Moi, aujourd'hui, mon travail il est exclusif au CHRS La Charade. Et il va donc s'axer auprès de ce public-là que je vous présente. Si jamais, Camille, c'est possible de passer aux slides suivantes qui permettront, je pense, d'être plus clair. Donc voilà, il y a les quatre gros secteurs, l'hébergement, le logement, l'accompagnement vers l'emploi, l'accueil de jour, la petite enfance, et le CHRS La Charade qui est dans la slide suivante et dans le pôle hébergement. Au CHRS La Charade, il y a uniquement des femmes isolées avec enfants. Il y a 85 places, dont 83 en place CHRS. Au total, on est autour d'une petite trentaine, 29 familles qui sont accompagnées, principalement dans les deux gros tiers dans du CHRS en collectif, mais dont les familles ont des appartements en individuel. Les deux dernières places restantes sont un dispositif particulier de mise en sécurité de femmes victimes de violences qui, lors de dépôt de plainte, ont un haut risque de passage à l'acte de l'auteur et de l'agresseur, et donc un risque haut de féminicide. Donc c'est une mise en sécurité très particulière de quelques jours. Ma présentation, elle va rester exclusive sur les accompagnements en CHRS et donc des accompagnements de longue durée, ce qui va faire sens pour le rétablissement. Donc principalement des appartements en monobloc. Pareil, le détail est dans la slide suivante. 9 appartements en diffus et on a une durée moyenne de 30 mois des familles accompagnées. La spécificité du public, donc
comme bon, la grande majorité, j'imagine, des publics en CHRS dans le pays, c'est un public en situation de précarité. Bon, on constate une dégradation des personnes enfin des situations de précarité pour les personnes que nous accompagnons. Grande majorité également de parcours migratoires. Et donc pour les femmes avec enfants qu'on accueille, des personnes exclusivement victimes de violences. Alors nous, on englobe bien, la violence conjugale, mais il va y avoir la violence intrafamiliale. Et même au sein du parcours migratoire ou au sein d'un parcours de précarité, nous, on reconnaît une situation de violence par le parcours de rue, le parcours migratoire ou par un simple parcours de précarité qui va continuer aussi au cours de l'hébergement. Donc on a des difficultés qui sont très plurielles, un accompagnement qui peut être très large et dont on pouvait passer à la suivante, il n'y a pas de problème, dont on va commencer à parler du rétablissement. Le rétablissement, c'est une notion qui est née dans les années 70 dans les pays anglo-saxons et qui, à l'origine, reste dans un secteur de santé mentale et un secteur médical qui va se développer et s'installer en France progressivement et dont l'ensemble des équipes de l'ASSO, on va y être formés pour penser les grands principes du rétablissement. Bon, alors évidemment, je vais être très incomplet dans ma présentation pour pouvoir expliquer le rétablissement. J'expliquerai juste les 5 principes qui vont peut-être vous permettre par la suite de comprendre notre travail. Bon, on parle de principes que espoir, soutien, plaidoyer pour soi-même, empowerment et responsabilisation. Donc, dans le détail, bah, la question de l'espoir, alors, en tant qu'accompagnant, on voit aussi vite que cette question, lors de début d'accompagnement, peut être quand même centrale du projet de la famille. Est-ce qu'il y a un espoir d'évolution de situation, un espoir de telle ou telle vie, en tout cas, de parler de l'extérieur. Et ça va très vite se connecter avec la question du logement d'abord et de ces projets, ben, finalement, vers où et vers quoi on souhaite aller. La question du soutien, qui reste un énorme point pour nous aussi à développer, la question de l'entourage. Qu'est-ce qui fait qu'on se détache un jour aussi d'une structure d'hébergement? Comment on crée du lien? Comment on arrive à être suffisamment entouré et soutenu en cas de difficulté pour que dans une situation identique qui puisse, enfin une difficulté identique qui puisse se reproduire, comment on l'affronte, on la gère et on ne retombe pas peut-être dans des situations de précarité qui ont été longues et douloureuses. Également la question du plaidoyer, donc être en mesure de se faire entendre, être en mesure d'exprimer ses besoins, et ça également en CHRS, c'est un gros travail, tant les personnes peuvent être aussi habituées aux institutions, instituées à ce décalage, à ces rapports de pouvoir entre équipes et personnes accompagnées, donc réussir à parler de ses limites, de ses besoins, et parfois aussi de ne pas quitter le centre d'hébergement, j'y reviendrai après. Quatrième point, l'empowerment, donc connu pour enfin, développer ses connaissances. Donc là, c'est spécifié sur le caractère médical comme à l'origine, mais on parle aussi de connaissance de droit, capacité d'aller vers la formation, de savoir aussi solliciter et repérer lorsqu'il y a une difficulté ou un droit qui n'est pas respecté par des institutions, une connaissance des délais. On peut parler, je pense, préfecture, institution administrative générale en France pour savoir qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont intéressants à repérer et à connaître pour pouvoir bah, soutenir sa propre situation et éviter le développement de difficultés. Et enfin, la responsabilisation, donc c'est de prendre conscience de sa responsabilité, ce qui va être très intéressant aussi dans la question d'un parcours de violence. Comment aussi la responsabilisation, alors pas que je sois clair, on parle pas de responsabilité dans le statut de victime, mais donc qu'est-ce que je peux faire moi pour que ces situations, si elles se représentent, puissent être évitables ou en tout cas il y a un certain nombre de dispositifs ou de choses que je puisse connaître pour que je sois en mesure de réagir et de connaître les portes de sortie de situations de violence que nous, on va régulièrement accompagner auprès des familles qu'on accompagne. Voilà, donc dans la dernière partie, donc c'est le rétablissement. Alors, ah oui, du coup, pardon, c'était l'avant-dernière. Le document, mais vous pouvez le montrer. Ça, c'est le premier document qu'on va mettre en place au CHRS, la charade
dont on va commencer à... c'est un des documents donc, qu'on signe avec le contrat de séjour et les documents obligatoires dans l'accompagnement. On pourrait l'appeler le projet individualisé dans d'autres centres d'hébergement ou le contrat. Ici, on va parler de projet rétablissement en essayant, tant que possible, de sortir d'injonction de projet type si la personne le souhaite. Évidemment, on peut être sur les questions ordinaires, en tout cas en CHRS, sur les questions logement, insertion par l'emploi, recherche de logement et autres questions habituelles. Mais lorsque la personne arrive, où il va y avoir un certain nombre de difficultés, on peut beaucoup plus se recentrer sur la question de santé, de parentalité, de lorsque je suis en difficulté ou en crise, comment vous agissez pour moi, est-ce que vous pouvez rentrer chez moi, comment, et donc finalement organiser notre accompagnement et lui donner aussi une certaine perspective. C'était important pour nous et pour les familles en discutant avec elles de derrière un objectif, de parler du comment et dans quelle temporalité pour se comprendre aussi. Souvent, derrière insertion vers l'emploi et recherche de logement, il y a un certain nombre d'étapes qui sont à faire, qui vont paraître très impressionnantes pour la personne accompagnée et même parfois pour les équipes. Ça peut paraître aussi difficile de se repérer dans tout ce qui pourrait être à mener pour atteindre un objectif. Et donc là, on va quand même beaucoup plus cibler sur du pratico-pratique en se disant qui c'est qui le fait? Est-ce que vous êtes soutenu là-dessus ou est-ce que vous le gérez? Mais vers quoi on va, mais surtout comment on le fait. Et donc, nous, ça nous permet, ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce projet rétablissement, d'organiser notre travail d'équipe pour les personnes accompagnées et aussi aux personnes accompagnées enfin, d'être actrices de ce document qu'on essaie de donner avant le rendez-vous. Bon, les familles ne prennent pas forcément, ont pas nécessairement l'automatisme de le remplir avant la rencontre, mais c'est une possibilité. Donc, on arrive très doucement, avec des familles qui ont clairement un contrat, des objectifs, des choses qu'elles souhaiteraient aborder avec nous et sur lesquelles elles souhaiteraient être accompagnées, qui soient précises. Et donc pour nous, à ce moment-là, on se sent vraiment dans le désir de la personne et dans un objectif. Voilà, donc sur la dernière slide, comme ça, merci. Le rétablissement au CHRS, la charade. On va utiliser quand même d'autres outils que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Je pourrais vous les noter, notamment la balance décisionnelle, qui permet non pas de simplement estimer le pour et le contre d'un projet, c'est-à-dire, bon, ben, je ne sais pas si je veux partir sur le logement, j'ai des choses à perdre, ça m'inquiète de me projeter. Et qu'est-ce que je gagnerais à rester? C'est d'envisager les positifs et les négatifs de chaque changement. Et souvent, en fait, on arrive à aussi un travail de projection et d'anticipation de cette sortie ou du projet. Et également, ce qui va nous aider, notamment auprès de familles et de personnes pour lesquelles il y a des consommations ou des troubles de santé mentale, des difficultés, c'est le parcours j'ai plus le terme du document, je vous le mettrai, de ce cycle de je vais bien, je vais mal, je vais mieux, et comment finalement on permet à l'équipe, que lorsque la personne se sent bien, d'anticiper la situation de détresse, d'anticiper notre action et de savoir ce qui est autorisé. Est-ce qu'on peut rentrer dans le logement dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut vous toucher? Est-ce qu'on peut vous aborder? Est-ce que vous souhaitez être isolé? Comment nous aussi, on anticipe ces périodes de difficulté? En CHRS, en tout cas, le rétablissement, ça incombe de ne plus parler de la part des équipes de l'injonction à la sortie. Ce qui peut paraître assez paradoxal, et je reviendrai sur les constats et limites, mais d'envisager la possibilité de s'installer en CHRS, d'envisager la possibilité de, euh, de penser, en tout cas, à un certain nombre de choses qui soient réalisées en CHRS, qui ont une temporalité très incertaine, et donc de pas forcément parler directement de la sortie. Nous, on se rend compte que la totalité des familles qu'on accompagne aussi souhaitent partir du CHRS. On a ce projet de logement qui reste présent et l'injonction à la sortie, elle n'a pas eu du tout, enfin, qui est cette injonction et aujourd'hui cette injonction, on essaie de la sortir du prêt des équipes. Ça n'a pas d'impact sur nos durées d'hébergement. Aujourd'hui, on est dans les durées moyennes et classiques sur la métropole de Lyon de durée d'hébergement.
Et surtout, ça n'enlève en rien le projet de sortie qui reste quand même un épanouissement pour la grande majorité des personnes qu'on accompagne. Ça demande de changer un petit peu ses pratiques en tant qu'équipe, d'envisager le fait d'être là présent. Aussi, on officialise l'accompagnement de suite. Du coup, on a des partenaires qui vont développer aussi au fur et à mesure de cet après-midi la question de l'accompagnement de suite, mais en tout cas, nous, il est contractualisé. Et dernièrement aussi, on maintient la possibilité de venir au CHRS interroger, poser des questions sans parler nécessairement d'accompagnement, mais d'être toujours, la porte est toujours ouverte à vie au CHRS en cas de besoin. Donc on travaille le fait que notre présence, elle n'est pas contextuelle à l'hébergement. Et donc, elle permet aussi aux familles lorsqu'il y a une inquiétude d'indépendance et donc d'une certaine crainte de solitude et d'absence de soutien lorsqu'il y aurait une situation de difficulté, ben, comment je vais être soutenu? Bah, bon, si nous on reste là, c'est quelque chose qui est envisagé. Et je terminerai avec le constat et les limites. Donc ça reste porteur d'injonctions paradoxales. C'est quand même le CHRS a une dimension temporaire, a une dimension où le contrat de séjour, il est d'une durée de 6 mois, il est réévalué chaque mois, il a aussi une... On vient parler de ce départ-là. Et et le rétablissement, il vient pas être nécessairement adapté à toutes les personnes accompagnées. Notamment pour les accompagnements de très longue durée. Je parle de plus de 5 ans, où on arrive avec des familles qui sont installés en CHRS et dont la question du rétablissement et du projet elle est difficile à venir chercher et dont on va parfois avoir nécessité d'être dans d'autres pratiques qui viennent de parfois être différentes du rétablissement et revenir à quelque chose que, pour ma part, dans mon expérience, me semblait plus classique au niveau des CHRS. Voilà, donc important de rappeler que le temps d'hébergement, il reste dans la moyenne des CHRS. Pour moi, c'est important de parler que CHRS logement d'abord, c'est pas nécessairement opposé et que le rétablissement et de se dire que c'est pas une injonction de sortie, ça, pour nous, on constate que ça fait partie de la vie de chacune, en tout cas des femmes qu'on accompagne aujourd'hui, de partir sur un projet de logement. C'est désiré et puis c'est aussi favorisé. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte par la dimension du cadre collectif. C'est-à-dire que ce qui vient aussi donner envie de sortie, c'est, nous, au CHRS, on a un cadre de visite, on a un cadre d'accompagnement, on est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a aussi un format d'habitat qui ne convient plus à un certain nombre de personnes avec le temps. Donc on va pas dire que tout est grâce au rétablissement. Ce qui est aussi important, et je voulais le souligner, c'est la création de projets lorsque les situations sont bloquées sur des projets de sortie, faute de droit ouvert. Je ne sais pas vous, mais pour nous en CHRS, les situations se dégradent. On a de plus en plus de situations de familles sans droit, en tout cas d'adultes avec des situations de QTF où en fait on a la visibilité sur 3 ans que ces sorties, elles ne sont pas nécessairement envisageables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, de ce temps de latence, si cette personne reste là, et aussi des personnes en attente de rupture de droit et même au niveau de ressources ou toute autre situation qui permettrait pas la sortie. Et sans parler du délai moyen de sortie en logement sur la ville de Lyon, qui est similaire aux grandes villes françaises, compliqué. Donc ça permet aussi de parler d'autres choses, d'aller sur des projets qui sont différents. Et nous, en tant qu'équipe aussi, ça nous sort d'une impuissance auprès des familles où tout ce dont on a l'habitude de travailler habituellement sur de l'insertion type vient être percuté par une absence de droit et dont on vient parler donc de santé, de bénévolat, d'accompagnement, de place dans la structure, et donc finalement d'une vie qui à terme aussi peut permettre une réouverture des droits et une reconstruction qui permettra d'aller sur le logement si possible plus tard. Et enfin, je terminerai avec la question de l'apaisement. Euh, pour moi, ça sort d'injonctions, on sort de pas mal de situations de conflit lorsqu'on vient proposer, nous, notre forme d'accompagnement, notre besoin, cette injonction à la sortie. En tout cas, ça nous permet de parler de ce que souhaite la personne. Et évidemment, en dehors de ce contrat d'établissement, il y a plein de choses qui peuvent se travailler qui ne sont pas nécessairement écrites.
mais aussi auprès de l'équipe. Enfin, moi, ça a été un gros changement il y a 3 ans et demi quand je suis arrivé ici, de changer de posture, de pas être dans bah, je dois faire, enfin, participer à la sortie de la famille. Bah, finalement, c'est pas parce que la question n'apparaît pas centrale qu'elle ne l'est pas réellement dans les accompagnements. Donc, je trouve ça pour ma part assez apaisant dans mon travail. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation. Donc, comme je l'indiquais dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec les intervenants grâce à l'outil questions-réponses. Donc, on a une question qui t'est adressée, Raphaël. Je me permets de te la soumettre. Quelles sont les Mhm. personnes qui travaillent dans cette association? Les effectifs, les postes? Est-ce que tu as des informations complémentaires à apporter sur ce point? Oui, alors on est 8 à travailler en équipe de jour et on est donc en travailleurs sociaux. Donc il y a moniteur et monitrice éducatrice, éducatrice éducateur spécialisé et une CESF. Notre travail il va être assez similaire dans l'accompagnement des familles. Et après, très différent on parle de références thématiques, c'est-à-dire que chacun et chacune vont être en référence de thématiques clés dans les accompagnements, qui vont être la question de l'accompagnement de femmes victimes, le logement, le service mutualisé de suite, qui est l'accompagnement à la sortie de CHRS, le droit des étrangers, le budget et plein d'autres choses. Et on a deux métiers support qui vont être une intervention de TISF, donc fait partie de notre équipe et qui intervient aux besoins de situation qu'ils nécessitent et qui sont en accord. Et donc là, il y a un contrat à côté avec la TISF qui vient intervenir au domicile et parler donc des questions plus propres à la vie dans le logement et à la vie de famille pour ce qui nous concerne. Et on a une animatrice qui va faire qui a une expérience assistante maternelle, donc qui va faire un travail qui est assez proche de l'éducatrice jeune enfant auprès donc de la petite enfance, mais également des adolescents, de travailler finalement le développement et la place des enfants, mais aussi dans l'animation du collectif en général. Voilà. Et sans oublier donc une équipe de nuit. Ben, on a 4 surveillants et surveillantes de nuit qui sont présents seuls chaque nuit. Euh, voilà. Merci beaucoup. Et on a également une question qui vise à avoir davantage de renseignements sur le service mutualisé de suite. Oui, alors ça, c'est un partenariat entre différents centres d'hébergement de la ville de Lyon qui, dans la manière dont il est contractualisé, est à destination uniquement de femmes qui enfin, n'auraient pas l'entourage par un déménagement en couple. Par exemple, les personnes qui déménagent en couple ou avec quelqu'un d'autre ne bénéficieraient pas de cet accompagnement de suite, même si dans les faits, nous, c'est quelque chose qu'on propose mais qu'on ne contractualise pas. Donc, en grande majorité, on a des personnes qui adhèrent à cet accompagnement de suite. Il a une durée de 6 mois et il peut être renouvelé en commission, donc entre les différents CHRS en fonction des besoins, 2 fois, donc avec un total de 18 mois d'accompagnement. Et à l'intérieur de cet accompagnement de suite, il y a notre disponibilité, la possibilité d'intervenir. On cible quand même notre accompagnement sur le développement du réseau, de notre future absence donc développement de partenariat qui va être le travailleur social ou la travailleuse sociale en référence si c'était nécessaire. Et il y a également un accompagnement à l'installation. On a 2 personnes qui sont agents techniques qui peuvent venir faire des petits travaux d'installation dans les logements et également une autre personne qui était ISF qui peut venir soutenir l'installation également et les premières connaissances de quartier au besoin. Merci beaucoup. Et on va prendre donc une dernière question afin de s'assurer de tenir le timing. Mais est-ce que du Ouais. coup, vous avez des financements complémentaires pour les personnes qui reviendraient solliciter votre soutien après avoir quitté la structure? Pas du tout, c'est du bénévolat. Non, alors après, nous on se rend compte pour le moment que c'est pas quelque chose qui nous déborde du tout, sans parler même de financement qui pourrait être intéressant. En tout cas, pour moi, ça vient plus être quelque chose de rassurant que d'utiliser. On va avoir des personnes qui vont venir 1 fois par an en moyenne, hein. C'est vraiment très partiel. On se rend compte aussi que ça dépend de turnover dans l'équipe. Nécessairement, les personnes sont en lien avec une personne ou les personnes qui ont été référentes dans leur accompagnement
ou qui ont été présentes. Et dès qu'il y a un mouvement d'équipe, ben, finalement, cette séparation, elle s'acte aussi plus nettement. Donc, on n'a pas de famille qui serait accompagnée depuis plus de 5, enfin, qui serait partie, pardon, depuis plus de 5 ans, qui se présenterait à nouveau. Et on est loin d'être sollicité par les familles qui sont sorties et qui ont quitté le service mutualisé de suite à terme. Donc, difficile en réalité de justifier de financement sur ce sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation et pour cet éclairage sur les pratiques orientées rétablissement dans le CHRS La Charade. Je me permets de passer la parole à Vincent Morival. Donc, vous êtes directeur du pôle accueil à la Bêche Solidarité dans les Hauts-de-France. Pourriez-vous nous présenter les pratiques que vous déployez dans vos structures d'hébergement, les pratiques orientées logement d'abord? Et Raphaël l'évoquait, le changement de posture qui s'accompagne pour déployer ces pratiques. Oui, bonjour à tous, donc Vincent Morival. Je remplace ma collègue qui dirige le CHRS et qui était souffrante aujourd'hui, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous présenter tout ce qu'elle voulait vous présenter. La Belge Solidarité, nous, c'est une association qui a eu 40 ans là, cette année et qui fait un peu de tout. On fait de l'hébergement, du logement, de la santé, de l'insertion par activité économique, donc on a beaucoup d'activités. Et le CHRS, pour venir directement au fait, c'est un CHRS de 140 places, donc c'est un CHRS important et qui permet de proposer des différentes formes de places. On a 63 chambres individuelles où les gens sont accueillis dans une petite chambre, ils ont les repas collectifs, on s'occupe de leur laverie, on s'occupe de beaucoup de choses. Mais on a aussi des appartements sur place en regroupé et des appartements en diffus, donc une trentaine d'appartements en diffus, ce qui permet, quand on oriente les personnes, quand le SIO nous oriente des personnes, de pouvoir les orienter en fonction aussi de leurs souhaits. On a beaucoup de gens qui sont à la rue qui disent, voilà, moi je veux pas aller en CHRS. Par contre, quand on leur montre ce qui existe dans notre CHRS où ils peuvent avoir leur appartement, ils peuvent avoir leur autonomie, ils disent, bah, je veux pas un CHRS, mais ça, je veux bien. Et donc, en fait, on a aussi sur un CHRS où, au niveau du fonctionnement, on propose donc l'accueil des personnes avec leurs animaux depuis plus de 20 ans. Toutes les places sont accessibles à tout le monde avec leurs animaux. La consommation d'alcool est autorisée aussi dans tous les espaces privatifs. On considère que les gens sont chez eux et donc ils sont en toute liberté pour pouvoir faire toutes les consommations qu'ils souhaitent. Et on est sur il n'y a pas d'obligation de soins, on est vraiment sur de l'accueil inconditionnel et on est connu et reconnu pour cette capacité à accompagner ce public. Qui, au sein par exemple, de son appartement, peut recevoir des visites et tout. L'idée, c'est vraiment de proposer les conditions les plus proches possibles du logement. Quand on est en diffus, on y est vraiment. Quand on est en collectif, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on a par exemple un règlement de fonctionnement qui a été fait de manière assez originale où on a dit, voilà, on part de la charte des droits, des libertés des personnes et comment on fait à respecter ses droits et tous les endroits où on est obligé de dire, voilà, là, ce droit, on ne peut pas le respecter totalement, c'est explicité dans le règlement et par exemple, il n'y a pas de droit d'hébergement de personnes extérieures au sein du CHRS et donc c'est expliqué parce qu'on a une capacité autorisée de 111 places sur le site et donc on ne peut pas se permettre d'avoir 112 ou 113 personnes. Mais tout est explicité dans le règlement. Et pour faire ça, donc, on n'a pas une équipe magique, hein, c'est les mêmes moyens que tous les autres CHRS, mais on cherche à donner les capacités à l'équipe à prendre en compte toutes ces difficultés. Donc, on a une politique déjà pour tous les nouveaux salariés. On propose avant l'embauche des immersions parce qu'on s'est rendu compte que venir dans ce type de milieu, c'était pas quelque chose de facile. Et donc, avant même l'embauche, on propose aux gens de venir passer une journée, 2 journées en fonction de leur disponibilité pour se rendre compte sur place et discuter avec les travailleurs sociaux présents, discuter avec les personnes de la réalité des choses, ce qui nous évite parfois quelques recrutements où les gens se disent, voilà, c'est vraiment pas du tout pour moi. Et une fois qu'ils sont embauchés, on les met tout le temps en doublon avec un salarié qui a plus d'expérience. Ça peut être aussi avec notre travailleur pair, parce que depuis 3 ou 4 ans maintenant, on a une travailleuse pair qui a rejoint notre équipe en tant que salarié en CDI et qui a cette capacité, donc à la fois d'être une collègue, mais aussi d'avoir connu la rue, d'avoir connu la galère, d'avoir connu les difficultés, et qui peut expliquer ou expliquer aux nouveaux salariés les différentes difficultés, les différents enjeux qu'il peut y avoir au CHRS.
Après, au sein de la Bêche Solidarité, on a aussi choisi de mettre en place une forte politique de formation. On se rendait compte que, notamment les salariés qui sortaient de l'école avaient appris pas mal de choses, hein, mais qu'il leur manquait des éléments assez concrets. Et donc, nous, à tous nos salariés, on propose ce qu'on appelle un passeport formation, des formations qui sont obligatoires au moment de la prise de poste et au plus tard dans les 2 ans de la prise de poste. Et donc sur ces formations, il y en a différentes qui sont proposées. On a travaillé tout un programme suite à nos différentes expériences. Ça commence par la connaissance du public. Donc souvent, c'est des témoignages de personnes qui sont accompagnées dans nos différents services, qui parlent et qui expliquent un peu justement leurs difficultés pour que les professionnels se rendent compte de quel public on accueille. On a toute une partie sur la gestion de l'agressivité, sur la self-défense. L'idée, c'est vraiment d'outiller les salariés pour éviter au maximum les situations d'agressivité et connaître les gestes de base, je dirais, pour permettre de se défendre en cas de difficulté. On a une formation sur le rétablissement, mais je ne vais pas revenir dessus, on a déjà énormément évoqué le rétablissement. Sur la réduction des risques, c'est important aussi que les gens comprennent cette approche on n'est pas là pour que les gens soient abstinents, on n'est pas là pour que les gens arrêtent de tout consommer, on est là pour justement réduire les risques et travailler avec eux sur du long terme. Et on a aussi toute une formation sur les troubles psy et sur les addictions. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer toutes ces formations. C'est un effort qu'on fait parce que souvent, quand on embauche quelqu'un, c'est qu'on en a besoin. Donc souvent, la formation ne se fait pas dans les 15 jours, 3 semaines de l'embauche, mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, on se donne 1 an, au maximum 2 ans pour pouvoir proposer toutes ces formations. Et ensuite, pour arriver à accompagner ce public euh, particulièrement marginalisé, on travaille aussi avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec des partenaires extérieurs qui sont super importants. Et donc au niveau de l'équipe du CHRS, donc on a comme partout, je dirais, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. On a fait le choix aussi de recruter des auxiliaires éducatifs et sociaux. Donc c'est des personnes qui sont plus là sur du collectif. Comme je vous le disais, on a un travailleur pair. Et au sein de l'équipe, on a aussi maintenant des 2 infirmières qui sont là à mi-temps et une présence médicale renforcée. À la Bêche Solidarité, on a toujours considéré que pour accompagner les personnes, il fallait prendre en compte la personne de manière globale et que si on ne prenait pas en compte les difficultés de santé, on n'y arriverait pas. Donc ça, on a pu le faire parce qu'on bénéficie d'un partenariat avec le centre de santé euh, qui est financé par l'ARS et qui met à disposition ce personnel avec donc une permanence médicale toutes les semaines et demi-temps d'infirmiers qui sont là pour renforcer l'équipe. Et donc, je parlais aussi du travail en partenariat. On est sur un partenariat renforcé, notamment au niveau de la psychiatrie. Donc, on a sur les Hauts-de-France, enfin, en tout cas sur l'île, c'est Diogène qui est le MPP, hein, l'équipe mobile de précarité psychiatrie, pardon, et qui, pareil, s'est rendu compte de la prégnance des difficultés psychiques au sein de notre CHRS. Et donc, on a une psychiatre qui vient 1 fois par semaine, on a une psychologue qui est présente aussi presque à mi-temps au sein du CHRS et on a aussi une présence de l'association Addiction France pour tout ce qui est addiction. Et donc nous, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est d'essayer de mettre un peu tout le temps les mêmes personnes, en tout cas les mêmes intervenants professionnels, pour créer cette interconnaissance entre nous et les personnes. Et puis, enfin voilà, ça permet vraiment beaucoup de choses d'avoir ce renfort parce que on leur demande en plus de participer avec nous au moment de repas, de participer à des animations. L'idée, c'est de créer le lien, de faire de l'aller vers le public et en même temps de pouvoir aussi, quand ils en ont la possibilité, de participer à nos réunions d'équipe et d'échanger de manière pluridisciplinaire sur les difficultés qu'on peut rencontrer auprès de ce public-là. Euh, c'est grâce à ça, en tout cas, on arrive en tout cas sur la métropole à accueillir un public particulièrement en difficulté. Euh, c'est assez marrant parce que souvent au niveau du SEO, ils disent ah, ça c'est un public à beige parce que souvent ils cumulent des difficultés à la fois de euh, psychiatrique, addiction, et quand ils ont un animal et qu'ils sont sans papier en plus, voilà, on cumule tout. Et souvent, quand on a toutes ces difficultés-là, on se dit, voilà, enfin, on va l'orienter à la Bêche Solidarité, ça va permettre de travailler les choses. Et comme je vous disais, enfin, on a tout un travail d'aller vers avec nos équipes mobiles qui sont financées
un autre dispositif, mais voilà, qui nous permet de travailler ce lien avec le CHRS. Et ce que font beaucoup les équipes mobiles aussi, c'est que au sein du CHRS, quand on a une place qui se libère, parce que quelqu'un est hospitalisé, parce que quelqu'un a décidé d'aller chez des amis pendant 4 jours, 5 jours, parce que quelqu'un est en garde à vue pendant un moment, enfin voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il y a pas mal de chambres qui se libèrent. Plutôt que de les laisser vides en attendant que le SIA oriente quelqu'un, elles sont remises à disposition des équipes mobiles. Et comme ça permet à quelqu'un qui était à la rue de se poser pendant 10 jours, une semaine, 15 jours. Et cette personne, je dirais, prend goût aussi au CHRS et se dit, voilà, enfin, moi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'avoir un toit. Et ici, en fait, on respecte mon rythme, on va tout respecter. Et ça nous permet, au niveau des équipes mobiles, de travailler cet accès au CHRS, mais je vous dis, enfin, quand on parle de CHRS, c'est pas forcément la chambre, là, ça peut être l'accès en appartement ou l'accès en diffus en fonction du souhait de la personne. Moi, j'ai pas prévu beaucoup plus de. Après, je peux vous répondre à des questions, mais c'est vrai que. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, on a une question qui t'est adressée dans l'outil. Est-ce que vous avez des formateurs en interne pour accompagner finalement les formations aux pratiques professionnelles ou est-ce que vous travaillez avec des organismes de formation extérieurs? Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus de développer parce qu'on s'est rendu compte que les formateurs extérieurs, c'était très bien pour un premier contact, mais c'est vrai on cherche des formations beaucoup plus poussées et beaucoup plus précises par rapport à ce qu'on fait. Les formations, par exemple, sur le rétablissement, on a la chance aussi à la Bêche Solidarité d'avoir un dispositif, un chez soi d'abord. Et donc, en fait, ce sont des professionnels du chez soi d'abord qui sont formés sur le rétablissement, qui le pratiquent au quotidien et qui viennent expliquer à leurs collègues le rétablissement. Sur la réduction des risques, c'est pareil, on a un CARUD. Et donc, on a des professionnels du CARUD qui viennent avec une personne accompagnée, usagère de drogue, et qui viennent faire la formation. Et l'idée d'associer les personnes accompagnées, c'est vraiment super important parce que ça change un peu tout. C'est ce que je disais quand on parlait du travail pair. Euh, Moi, je peux vous parler des effets de la drogue, les effets de la cocaïne, de l'héroïne et tout, mais voilà, je pourrais vous en parler que parce qu'on me l'a raconté, parce que j'ai fait des lectures dessus. Quand c'est quelqu'un qui l'explique, qui l'a vécu, ça change un peu tout et ça permet aussi de sortir de la question du jugement. Quand ces personnes-là voilà, prennent la parole, s'expriment et expliquent à des professionnels ce qu'ils ressentent, on arrive rapidement à sortir du jugement. Et je pense que ça, c'est important de l'entendre, de se dire, voilà, enfin, c'est pas parce qu'une personne euh, est, euh, qu'elle consomme de la cocaïne, par exemple, qu'elle va être dangereuse, ou qu'elle consomme de l'alcool, qu'elle va être dangereuse, ou qu'elle a des troubles psychiatriques et qu'elle va être dangereuse. L'idée, c'est de se dire, voilà, il y a tous des besoins spécifiques qui sont développés pour ces personnes-là, et comment on peut les prendre en compte, et le fait que les personnes témoignent directement, c'est important. Donc, on est vraiment sur en tout cas, la Bêche Solidarité, on essaie de plus en plus de développer cette approche de formation interne et d'immersion au sein des autres services. Moi, je sais que, il y a pas mal de gens du CHRS, à leur prise de poste, ils viennent faire une immersion au sein du CARUD pour se rendre compte justement de cette difficulté qui est quand même de plus en plus prégnante aussi dans les CHRS de personnes qui sont usagères de drogue et plus seulement d'alcool. Merci beaucoup, Vincent. On a également une question concernant l'accueil des personnes avec animaux. Comment est-ce que vous gérez les risques inhérents à l'accueil d'animaux et quelles sont les compétences que vous avez en interne? Alors pour nous, il n'y a pas énormément de risques à accueillir des animaux. On est sur un fonctionnement où Euh, on demande quand même aux propriétaires de chiens, euh, quand ils arrivent, en fait, on vérifie avec eux que les chiens soient vaccinés et que ce ne soient pas des chiens interdits, en tout cas au niveau dangerosité. On a ce critère-là. On demande toujours d'avoir une personne aussi de confiance. Donc, ça peut être aussi un ami, ça peut être un voisin, ça peut être, en tout cas, c'est quelqu'un qui puisse s'occuper de l'animal en cas d'hospitalisation, en cas d'absence imprévue de la personne. Euh, et sur les animaux, on est sur une approche où, pour nous, en fait, on ne peut pas accompagner la personne sans son animal. Et souvent, l'animal est un vrai lien pour créer du contact avec la personne. Et le fait qu'on soit un des seuls CHRS encore à accueillir euh, tout le monde inconditionnellement avec son animal, ça permet aux gens aussi de leur dire, voilà, écoute, ici, tu peux être là avec ton animal. Et on a vraiment très peu de difficultés. Euh,
enfin, voilà. Quand on parle de risque, moi je pense qu'il faut vraiment le voir. Et je sais qu'on a pas mal de gens d'autres CHRS qui sont venus. C'est pareil, moi en tant que directeur, je peux vous dire tout se passe bien et les gens vont dire ok, c'est le directeur qui parle. Mais le fait de venir en immersion sur le service et de se rendre compte qu'en fait les gens bah, ils sont là avec leurs animaux, que les, les chiens participent à la vie collective et tout. Et on se rend compte en gros qu'il n'y a pas énormément de difficultés et on n'a pas de compétences spécifiques en interne. Après, euh, on travaille aussi avec pareil, en partenariat. Ici, on a des vétérinaires qui sont pareil, sur des carudes, par exemple, et qui interviennent. On travaille avec Gamelle Plaine pour tout ce qui est approvisionnement en denrées alimentaires, donc c'est pas une grosse difficulté pour nous. Merci beaucoup. Et donc, on va prendre peut-être une dernière question. Donc, je vois qu'il y en a encore plusieurs, mais on va être contraint par le temps. Comment est-ce que vous faites pour gérer la mise à disposition des chambres lors des absences? Par exemple, les affaires de la personne occupant habituellement la chambre et comment cette initiative est accueillie par les personnes accompagnées. Alors ça, c'est un vrai travail qu'on demande en plus aux équipes. Quand il y a une personne en fait qui est absente, donc si c'est une absence prévue parce qu'elle a décidé de partir, je sais pas, une semaine en famille, parce qu'elle a... Enfin, si c'est prévu, on demande à la personne de regrouper toutes ses affaires et puis on les met dans un endroit de stockage. Comme ça permet d'avoir une chambre vide et qu'on peut remettre à disposition de nos équipes mobiles. Quand les absences ne sont pas prévues, c'est les équipes qui s'en chargent. Et donc, on a aussi des équipes de propreté et les équipes éducatives mettent les affaires en sac. Et ce qui permet de remettre la chambre à disposition. Donc c'est un gros travail parce que c'est beaucoup de logistique. À chaque fois, il faut donc changer tous les draps, tout mettre en stockage et s'assurer qu'on ne perd rien, qu'on casse rien. Donc c'est un vrai effort, mais c'est un effort qui est fait en se disant, voilà, on permet à des personnes qui sont à la rue de se retrouver à l'abri. Et donc on arrive à motiver aussi les équipes en disant, voilà, vous offrez euh, des solutions de sortie pour des gens qui sont à la rue. Et les personnes accompagnées réagissent plutôt bien parce que la plupart en ont bénéficié quand elles étaient à la rue. Elles ont bénéficié d'une semaine, 15 jours, 3 semaines avant d'avoir leur place définitive au sein du CHRS. Et donc ça leur permet, enfin ils en sont conscients que ça leur a bien servi quand ils étaient dehors et donc ils sont conscients que c'est ce qu'on fait aussi. Et l'important, c'est surtout que quand la personne revienne, elle retrouve toutes ses affaires. Et une fois qu'on a mis en place les process pour s'assurer que quand la personne revient, elle retrouve toutes ses affaires, même si elle doit les ranger, hein, mais au moins elle retrouve toutes ses affaires. C'était vraiment la demande principale des personnes qu'on accompagnait de rien perdre parce qu'on mettait à disposition leur chambre. Elles le prennent vraiment plutôt bien parce que je vous dis, enfin, vraiment, 90% des gens qui viennent au CHRS ont déjà connu le CHRS auparavant sur des séjours d'urgence comme ça, vraiment de mise à l'abri temporaire, et de répit, répit de la rue. Donc, il n'y a pas y a pas de difficulté particulière. Par contre, on ne le fait pas sur les appartements où les gens se sont quand même beaucoup plus appropriés les lieux et on fait vraiment que sur les chambres. Mais c'est déjà sur 63 chambres, c'est déjà beaucoup. Et oui, je peux répondre à des questions après sur l'outil par écrit. Oui, voilà, effectivement, il y a encore une question dans le chat, mais on va passer à l'intervention suivante pour que tout le monde ait le temps de présenter leur présentation et de répondre aux questions. Du coup, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'outil questions et réponses. Et on va rebondir sur ce que tu disais, Vincent, mais effectivement, vous avez pu enclencher une dynamique de recrutement de travailleurs pairs au sein de vos équipes. C'est également une dynamique à l'œuvre chez les enfants du canal. Et on va tout de suite passer la parole à Sybille Vétillard et à Preyson qui vont nous présenter leur binôme. Donc, Sybille, vous êtes éducatrice spécialisée. Prey, vous êtes travailleur pair. Est-ce que vous pourriez nous parler de la dynamique à l'œuvre chez les enfants du canal et de votre quotidien, de votre travail collectif? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Pré, Somme, intervenant père. Donc, moi, c'est Sybille Vétière, je suis éducatrice spécialisée de formation et je suis sur un poste de travailleuse sociale, du coup, aux enfants du canal. Donc, on travaille tous les deux sur 2 centres d'hébergement de stabilisation et un dispositif expérimental qui s'appelle Bye Bye la rue, où j'aurai le temps de revenir un peu dessus après. Donc, nous, on va vous parler de l'impact que l'intégration d'un travailleur pair au sein d'une équipe dans l'hébergement a.
tant sur l'équipe qu'au niveau des personnes accompagnées. Donc, pour commencer, déjà, je vais vous présenter rapidement au niveau de l'association, nous, l'importance de l'intégration des travailleurs pairs. Donc, dès la création de l'association en 2007, on a intégré des travailleurs pairs au sein de l'association des enfants du Canal. Et puis, donc, avec des contrats aidés. Et puis, il y a ensuite, en 2011, on a ouvert un chantier d'insertion parce qu'on s'est dit que les travailleurs pairs, en tout cas, qui avaient été embauchés, avaient besoin d'un accompagnement, notamment par des encadrants techniques ou des CIP. Donc, en 2011, il y a eu l'ouverture du chantier d'insertion et en parallèle, on a continué à embaucher des travailleurs pairs sur d'autres postes que travailleurs pairs, donc en tant que travailleurs sociaux, agents d'accueil ou encadrants techniques, par exemple, mais du coup dans une suite de parcours. Ensuite, on a du coup depuis 2024 l'expérimentation de Bye Bye la rue qui a commencé. Donc Bye Bye la rue, c'est une expérimentation de la rue au logement qui est financée par la ville de Paris où donc c'est des personnes qui sont à la rue et qu'on accompagne directement en logement avec des bails en sous-location, avec pour objectif qu'ils reprennent le bail à leur nom par la suite. Et donc c'est un accompagnement de proximité qu'on fait et assez intensif. Et donc dans la réflexion de ce projet a été décidé d'ajouter un travailleur pair et un médiateur santé à l'équipe à l'équipe sociale, parce que du coup, l'équipe de Bye Bye la rue est mutualisée avec l'équipe du centre d'hébergement, donc d'un des centres d'hébergement. Et donc, pour voilà, travailler tout ça, il faut forcément des formations, parce que nous, on a une approche du coup logement d'abord, rétablissement dans toute notre approche. Et donc, il y a des formations, nous, on est en partenariat avec AlphaPsy sur nos formations. Euh, et du coup, voilà, on a profité de l'expérimentation pour inclure un travailleur pair donc prêt au sein de l'équipe sociale. Et après, maintenant, il y a du coup des travailleurs pairs qui sont recrutés dans d'autres services de l'association, donc notamment notre service d'AVDL. Et l'objectif, c'est un recrutement sur l'ensemble des services de l'association de travailleurs pairs en contrat, pas en contrat aidé, mais en CDI. Voilà, dans leur suite de parcours, notamment ceux qui ont été recrutés pour l'instant, ils viennent du chantier d'insertion des enfants du Canal, mais ça ne sera pas forcément le cas. Et du coup, pour rapidement présenter, on a donc deux centres d'hébergement, enfin nous, on travaille sur deux centres d'hébergement stabilisation où on accueille des personnes seules ou des couples avec ou sans animaux. On a des places en collectif ou en diffus. Et sur Bye Bye la rue, on a pour l'instant 13 personnes accompagnées, dont 10 en logement, il me semble. Et on va monter à une capacité de 15. Voilà, pour l'instant, l'expérimentation, c'est sur 15 places. Donc, ouais, sur 2 ans. Du coup, Prêt, je vais te laisser te présenter ton parcours. Bah, écoutez, bon, moi, je m'appelle Pressa, j'ai un peu peur de partager parce que il y a tellement beaucoup de monde. Et donc, je vais présenter mon parcours de père aidant, exactement comme ma collègue Sybille, elle vous a bien précisé tout à l'heure. Donc, du coup, j'avais fait mes 1 an en insertion aux enfants du Canal. Et donc, du coup, en 2024, donc, j'ai une proposition, en fait, sur Bye Bye la rue, le nouveau dispositif pour une expérimentation de 2 ans, comme elle vient de mentionner ma collègue, et comme travailleur père. Donc, je vais parler un peu plus de mon parcours. Donc, je suis travailleur père au sein des enfants du Canal. J'accompagne des personnes en situation de vulnérabilité et en m'appuyant sur mon propre parcours de vie, hein, en lien avec la, ma propre vie, créant des liens de confiance et d'entraide. Mon parcours de, mon parcours et de mon rétablissement, c'est un parcours quand même qui est marqué par 30 ans de consommation de substances. Aujourd'hui, je suis fier de moi et de mon rétablissement parce que là, à l'heure actuelle, j'ai 6 ans et 8 mois d'abstinence complète.
Bon, ce vécu est devenu ma plus grande force, hein, avec mon savoir expérientiel et que je mets en fait au service des autres. Le parcours de mon travail à faire, bon, j'étais arrivé, comme je viens de mentionner, hein, comme en insertion, avant je connaissais pas en fait c'était quoi un travail à faire. C'est c'est en découvrant en fait l'insertion qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est-à-dire par mon expérience et d'aller faire des maraudes en fait dans les rues de Paris, dans les secteurs où on était conviés. Donc j'ai bien saisi cette potentiel et ces vécus par mon expérience de transmettre en fait mon savoir à d'autres personnes qui sont dans la précarité, et dans l'isolement et dans, dans voilà, j'aime pas trop dire les mots là, mais ils sont exclus de la société, hein. Voilà. Euh, J'aborde sur tout ce qui est voilà, sur les paroles libres, hein, autour de la consommation, sans tabou, bien sûr, ni jugement. J'ai créé un lien authentique avec les résidents dans le centre d'hébergement et notamment dans le dispositif de Bye Bye la rue. En compréhension mutuelle, par exemple, il y a un résident, j'étais au bureau, donc il était venu, il m'avait partagé qu'il avait envie de consommer, donc bah, je suis pas le sauveur non plus, je suis pas médecin, et avec les outils que j'ai appris de mon expérience par les groupes de parole, donc j'ai orienté cette personne en fait à appeler ce groupe et ça lui fait du bien d'entendre qu'il y avait un soutien et de l'entraide par rapport à des groupes de parole. Euh, je fais aussi des réductions de risques sur le RDR. Notamment, j'achète de la bière, hein, des canettes de bière qu'on met au frigo. Et si on voit que la personne elle est en manque ou elle est en incapacité, en fait, vous savez comment ça se passe hein, quand vous êtes dans le manque, tout remonte dans la tête physiquement et psychologiquement. Et le fait d'avoir un petit peu, vraiment une petite dose d'alcool, ça vous met quand même de l'éclairage en fait au niveau collectif. Je procède aussi sur les accompagnements, sur tout ce qui est niveau santé avec mon collègue qui est médiateur santé. Donc, quand il y a un rendez-vous chez un médecin ou dans les hôpitaux et que je sais que ça va durer longtemps, donc je prends quand même une bière sur moi dans mon sac au cas où pour que la personne tienne le coup en fait. Voilà. Je voulais aussi parler de l'évolution par rapport en fait à l'insertion et au professionnalisme avec une équipe pluridisciplinaire qu'on a. Mon parcours d'insertion, ma place excusez-moi si je bagaille un peu parce que j'ai pas trop l'habitude d'être en, vraiment. Voilà. Ma place est reconnue et valorisée hein, par nous travaillons vraiment de manière horizontale où mon savoir expérientiel est considéré comme une expertise complémentaire et une approche académique avec d'autres professionnels. Cette collaboration permet une approche différente, plus complète avec les personnes que nous accompagnons, en ayant un savoir authentique et un savoir de l'expérience. Ce travail m'engage ainsi personnellement, je continue à travailler sur moi-même pour être bien dans la vie, dans ma vie, pour mieux accompagner les personnes qui sont autour de moi et notamment nos résidents. Et moi, je vais rebondir du coup sur ce qu'a dit Pré au niveau de son intégration dans l'équipe. Nous, vraiment, c'est son expertise au niveau de la consommation, elle est très importante pour nous. Après, il a parlé du fait qu'on a des bières au cas où si les personnes sont en manque, mais c'est vrai que bah, nous,
expertise de reconnaître les signes de manque ou quoi. Donc, bah, on va se tourner vers Prêt pour lui demander bah, est-ce qu'il pense que là, c'est nécessaire ou pas? Est-ce que la personne, si on ne lui donne pas de bière, elle se met en danger ou pas? Et c'est aussi après savoir comment aborder par exemple, aborder la question des addictions ou de la consommation, en tout cas de manière plus générale avec les personnes. Ça, il peut nous donner des outils en fait pour savoir comment l'aborder avec les personnes et du coup c'est vraiment hyper enrichissant et intéressant de travailler en complémentarité avec lui. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre intervention qui permet de valoriser comment le savoir expérientiel ouvre de nouvelles perspectives donc pour les travailleurs sociaux et pour les travailleurs pairs et pour les personnes accompagnées. Donc, on n'a pas de questions. C'était parfaitement clair. Mais par contre, on a beaucoup de remerciements pour vos interventions. Donc, je vous en fais part, mais vous pourrez les consulter également dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Sauf s'il y a une question qui s'affiche, en tout cas, il sera toujours possible dans l'onglet questions-réponses, de pouvoir euh, poser une question aux enfants du canal si besoin. On va passer à la suite de notre webinaire avec deux plateformes différentes dans leur fonctionnement et dans leurs objectifs. Mais tout d'abord, du coup, une intervention, encore une intervention croisée entre le groupe SOS et Emmaüs Solidarité, donc Étienne Feignet et Sonia Candini, qui vont nous parler de la plateforme PHI et de son intervention au CHU Faubourg Saint-Denis. Alors, Étienne, Sonia, je pense que vous avez le micro ouvert. Je vous laisse Tout à fait. présenter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Je vais commencer juste par une présentation assez rapide de la plateforme pour un hébergement inclusif, donc la PHI, hein, c'est l'acronyme. Et ensuite, on fera un petit échange avec Sonia sur notre intervention et sur la prise en charge qui se fait au niveau du CHU Faubourg. Petite historique du coup, la PHI, elle est née en 2021, donc en réponse à un appel à manifestation d'intérêt de l'État qui concernait du coup le public en état de grande marginalité. C'est comme ça que l'appelle l'État, hein, c'est pas nous qui sommes les maîtres de l'énonciation de ça. Du coup, on est une plateforme qui se déploie en 3 modalités d'accueil. On a un CHU, donc un centre d'hébergement d'urgence en collectif, qui est actuellement de 38 places. Donc là où nous sommes, dans le Marais à Paris, donc en plein centre, dans un quartier assez chic de Paris. On a du coup 30 places en diffus, donc 15 appartements un peu répartis dans tout Paris, et 32 places dans des mesures fléchées, donc fléchées par le SIAO dans d'autres centres que le nôtre. Je reviendrai après sur les mesures fléchées, je vais juste continuer un peu sur la PHI. On accueille un public donc en état de grande marginalité. On a environ en moyenne, alors je crois que la statistique date un peu, mais on avait une moyenne de 10 ans d'errance à l'entrée dans les dispositifs, donc que ce soit sur le collectif ou sur le diffus ou sur les mesures fléchées. Donc c'est des personnes qui arrivent en sortie de rue quand même très abîmées, avec des longs parcours d'errance et évidemment des problématiques généralement liées à la consommation et ou au trouble mental. Voilà, donc c'est des personnes qui conjuguent un peu énormément de freins à l'entrée et au maintien dans les centres d'hébergement, qui sont généralement déjà connus du secteur de l'hébergement à Paris, qui sont entrés dans des hébergements, s'y sont fait exclure, sont passés sur un autre dispositif, se sont fait exclure, etc. Donc nous, on essaie d'offrir l'offre la plus qualitative possible. On a des personnes qui, du coup, ça peut être un public qui ne fait même plus de demande d'hébergement. Donc voilà, nous, l'idée, c'est de lever le maximum de freins à l'entrée et au maintien, donc avec l'accueil d'animaux autorisés, une consommation sur site qui est tolérée. On ne fait pas de différence entre les produits, donc ça va de l'alcool aux opiacés.
Et du coup, pour accompagner ce public, on se base bien évidemment, donc je vais pas faire des redites sur les explications qui ont été faites en termes de réduction des risques et de rétablissement. C'est des approches qui sont portées en tout cas par les membres de l'équipe et pour lesquels nous sommes formés. Bien évidemment, on fait de l'aller vers aussi hein, pour un public en sortie de rue, c'est très important, notamment donc sur le collectif, mais aussi sur les appartements en diffus, hein, parce qu'on fait pas, on n'a pas une période probatoire en collectif avant un passage sur le diffus. Donc c'est exactement le même public. Donc voilà, on a besoin en tout cas de ces approches professionnelles pour faire un travail le plus qualitatif possible et surtout qui soit centré sur les projets et les envies des personnes. Et pour nous aider dans ça, donc on a une équipe pluridisciplinaire dans laquelle, c'est pareil, hein, un peu comme pour le service précédent, on a des pères aidants qui ne sont pas recrutés en tant que pères aidants, mais bien pour leur niveau de diplôme, donc ME, AMP ou travailleurs sociaux. Et une infirmière, un psychologue aussi dans l'équipe. On devait avoir un médecin, mais on n'a jamais réussi à recruter un médecin, donc on a un peu abandonné l'idée. Et en fait, on développe plein de partenariats autour du soin pour favoriser l'accès aux soins. Et du coup, dans le cadre de mesures fléchées, donc c'est d'autres centres qui choisissent de faire une vraie part à l'inconditionnalité de l'accueil sur leur dispositif. On travaille avec ces centres, du coup, à l'élaboration des projets, alors pas des projets de service en tant que tels, mais à la discussion en tout cas sur les approches professionnelles et la prise en charge de ce public, du coup, de grands marginaux, donc avec des longs temps d'errance et des problématiques assez complexes. Du coup, on a commencé ce travail de coopération, en tout cas avec des centres un peu plus généralistes que le nôtre. On a commencé ce travail du coup en interne au groupe SOS et puis voilà, depuis quelques années, on s'ouvre à l'externe et notamment maintenant depuis un an, on travaille avec Emmaüs Solidarité. Je vais laisser Sonia peut-être présenter le CHU Faubourg. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sonia Candini, chef de service sur le CHU Faubourg Saint-Denis, donc, qui a ouvert ses portes l'année dernière en 2024. Donc, c'est une structure qui accueille 15 places pour les grands marginaux et 23 familles. Du coup, c'est un projet assez innovant puisque nous accueillons des grands marginaux et des familles. Donc, pour ce faire, effectivement, ce nouveau projet a fortement interrogé du moins nos pratiques et nos fonctionnements. On est effectivement tous formés au rétablissement avec une approche aussi à la réduction des risques. Je ne vais pas reprendre, hein, on est dans l'accompagnement effectivement global où on tolère effectivement où l'alcool et la consommation d'opiacés est tolérée. Et du coup, nous travaillons depuis à peu près un an avec la PHI sur des mesures dites fléchées. Donc actuellement, la PHI accompagne deux habitants. Deux habitants, voilà. De la structure du CHU Faubourg Saint-Denis. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Camille? Merci. Donc, bien évidemment, on va pas faire trop de redites sur ce qui a été dit avant, mais voilà, je pense qu'on fait une bonne conclusion, en tout cas, sur les points qui ont été abordés avant. Effectivement, on s'inscrit un peu dans cette logique de logement d'abord, avec les finalités, bien sûr, de sécuriser les parcours, de lever le maximum de freins, en tout cas à l'entrée et au maintien dans l'hébergement. Hein. Nous, on est vraiment sur la partie de l'hébergement. Mais effectivement, notre visée première, que ce soit en CHU ou plus tard en CHRS, etc., c'est bien l'accès à du logement. L'idée, c'est de proposer l'accompagnement le plus global qui soit. Nous, on dit très souvent aux personnes qui viennent chez nous qu'il n'y a pas de sujet qui soit hors sujet. Vraiment, on se propose un accompagnement sur tous les domaines de la vie. On s'adapte énormément à leur temporalité, aux vulnérabilités, hein, bien sûr, qu'ils ou elles ont vécu.
et on prend en compte ces longs parcours d'errance, c'est-à-dire un vrai attachement en tout cas, ou une vraie imprégnation des dynamiques de rue, aussi complexes soient-elles, sur la vie des personnes. L'idée aussi de notre plateforme, c'est quand même de parvenir dans un secteur alors, j'ai pas envie de dire réactionnaire, le mot serait un peu fort, mais qui parfois a des fonctionnements institutionnels ou des pratiques professionnelles qui se sont un peu figées dans le temps. Nous, on espère en tout cas parvenir à faire bouger certaines lignes dans la prise en charge grâce à la prise en charge de ce public en fait. En montrant qu'on a besoin d'une adaptabilité pour prendre en charge des personnes qui ont un long parcours d'errance, et qu'en fait, cette adaptabilité, elle est transférable à l'ensemble des prises en charge. L'idée, c'est pas qu'on arrive, nous, avec nos gros sabots de « il faut faire comme ça », mais qu'on propose des temps de réflexion aux équipes, notamment via les échanges de pratiques. Donc, on a des accompagnements en commun avec les personnes. Donc, on fait des accompagnements en direct, on co-accompagne des personnes qui sont fléchées, mais on insiste aussi pour avoir des temps entre professionnels où on peut prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul, favoriser justement ce que je disais, c'est pas de côté, qui nous semble très important, en tout cas pour sortir la tête du guidon. Voilà, on est dans l'hébergement d'urgence, on est tout le temps à répondre à des urgences, mais on a besoin aussi d'avoir une forme de réflexivité sur nos approches. Et du coup, on organise 3 ou 4 fois par an avec chaque centre des échanges de pratiques sans les cadres. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. On n'a pas envie que ces réflexions soient polluées. Alors, c'est un bien grand mot et je parle sous le contrôle, sur le contrôle de Sonia. Mais on n'a pas envie que ces échanges soient pollués par des choses très institutionnelles comme de la fluidité, des attendus en termes d'ouverture de droit, etc. Mais bien d'essayer d'avoir une réflexion un peu plus globale sur le parcours des personnes, sur aussi notre action à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bouger dans notre prise en charge pour être le plus inclusif possible et pour faire droit en fait à ces personnes qui, on a un cahier des charges dans tout le secteur de la HI de l'inconditionnalité. Donc, on se doit, nous, de faire bouger des lignes pour que cette inconditionnalité soit effectivement respectée. Voilà, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on milite. Et notre but, effectivement, c'est de faire de la sortie directement vers du logement. On sait que tous les centres d'hébergement d'urgence se CHRSisent d'une certaine façon, avec des durées de prise en charge, on en a parlé tout à l'heure, qui s'allongent, que ce soit pour les CHRS ou les CHU, d'ailleurs. Donc, nous, on milite aussi pour une projection vers du logement directement en sortie de CHU, que ce soit du logement via une DLS donc très classique, mais aussi vers du logement accompagné en résidence sociale ou en pension de famille. Ouais, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Ok, c'était encore moi, ça. C'est la slide suivante, mais du coup... ouais, ça j'en ai déjà un peu parlé. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir l'illustrer. Et du coup, le parcours de Monsieur D est assez intéressant. Donc, c'est une personne qui a vécu 20 ans à la rue, donc qui a connu l'errance depuis son enfance et qui présente des consommations régulières, tournées principalement autour de l'alcool. Du coup, l'accompagnement de la PHI, j'ai envie de dire, dans un premier temps, au-delà de la réduction des risques, du rétablissement et de toutes ces transformations de pratiques que je vais énoncer, j'ai envie de dire vraiment un véritable soutien, et je le pense très fort, puisque ça a permis vraiment une transformation des pratiques, mais aussi de la pensée de l'équipe. Donc, lorsqu'on parle de la réduction des risques, effectivement, une mise en place d'un cadre sécurisant qui respecte les habitudes, certes, des entretiens informels sur les risques et sur les consommations avec des propositions alternatives,
Quand on parle de la réduction des risques, j'ai envie de dire, au tout début, en tout cas sur l'accompagnement de cette personne-là, on avait des équipes un peu parfois réfractaires sur peut-être acheter de la bière en fait. Et finalement, j'ai envie de dire que après plusieurs échanges avec l'équipe de la PHI, aujourd'hui l'équipe est en capacité, par exemple, d'aller acheter de la bière, voilà, d'en mettre de côté et d'en proposer à la personne lorsque celle-ci est en demande et en a aussi besoin. On a effectivement appris des choses sur le fait qu'une personne doit consommer au minimum 4 bières pour éviter un délirium ou autre. Sur la question du rétablissement, j'ai envie de parler de la notion de temps, en fait, qui est hyper importante. Le rétablissement, c'est prendre le temps, en tout cas aussi pour la personne, de bien s'assurer également de la coordination, en tout cas entre toutes les structures et les possibles, j'ai envie de dire, possibilités en termes de soins. En tout cas, pour ce monsieur-là, il y a eu un gros travail de fait avec l'infirmière, mais également toute l'équipe, j'ai envie de dire, sur la coordination. C'est une personne suite à un délirium, en fait. Donc on n'avait pas forcément de maîtrise, en tout cas, sur... je ne sais pas comment on peut dire. Mais en fait, il y a eu une vraie mise en danger à un moment donné. Il y a eu une vraie mise en danger et qui a eu un effet, en tout cas, de prise de conscience chez la personne. Mais cette prise de conscience, elle n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu tout ce travail qui avait été fait avant, justement de discuter de ses consommations, aussi de faire sens un peu des prises de risque qu'il avait. Et effectivement, c'est ce que tu disais. Ensuite, suite à cette prise de risque, qu'est-ce qu'il voulait faire? Je pense qu'il s'est fait vraiment très très peur, en fait. Il s'est fait très peur, mais alors est-ce qu'il s'est pas plus fait peur d'autres fois alors qu'il était à la rue? Là, voilà, c'était dans le cadre de son hébergement. Cette mise en danger, en tout cas, a eu cet effet de prise de conscience. Alors, on n'est pas sur un règlement de la question avec une baguette magique parce qu'il a fini en sang, mais je pense que, excuse-moi Étienne, je pense que l'accueil aussi joue un rôle très important. On est au sein d'Emmaüs Solidarité en train de transformer aussi un peu nos pratiques. On réfléchit notamment à l'accueil de ce public-là. Je pense cette personne-là a le temps, en fait. Quand il est arrivé, il a toujours dit que quand il faisait les choses, c'était pour quelqu'un, pour sa femme, ses enfants. On lui a toujours dit, et c'est vrai, après échange également avec la PHI, que voilà, les choses se font pour lui, en fait. C'est pas pour quelqu'un. Donc je pense qu'il a ressenti aussi qu'il était dans un lieu sécurisant et qu'il avait le temps et qu'il n'y avait pas d'injonction. Effectivement, je pense que ce délirium a créé en tout cas un déclic chez cette personne qui aujourd'hui, en tout cas, a dit j'ai envie d'arrêter de boire et j'ai envie d'aller en cure. Alors, c'est raconté très rapidement, mais avant ça, il y a quand même beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges avec ce monsieur-là et également avec la PHI. Ouais. En tout cas, ça a toujours été au niveau de la transformation des pratiques, des discussions qui ont été partagées et co-construites, en tout cas avec cette équipe-là. Et ça a permis vraiment, en tout cas, à mon sens et dans mon regard, une montée en compétence de l'équipe sur cette approche-là. En plus, on a eu... Voilà, moi, j'aime beaucoup cet exemple aussi, parce que ça illustre aussi la transversalité qu'il y a dans l'équipe de la PHI, mais aussi qui vient fournir du soutien à d'autres équipes. Notamment, il y a eu une grosse intervention de notre infirmière qui a noué un lien très très fort avec ce monsieur. Mais par exemple, pour des soins de post-cure, on a une personne dans notre équipe qui a été, qui est père aidante par ailleurs de son poste chez nous et qui a fait le même parcours de soins que ce monsieur est en train de faire. Et donc, elle a pu lui expliquer aussi le fonctionnement d'une structure de post-cure, voilà, où il va aller, je crois,
la semaine prochaine d'ailleurs, ou mercredi. Dans 2 semaines. Ouais. Et notre salarié avait aussi été dans cette structure de post-cure. Donc, elle lui a pu lui expliquer le fonctionnement et en fait, cette proximité, cette compréhension aussi des enjeux qu'il y avait pour lui. Et je pense que ça a vraiment aidé, en tout cas, à rendre sa prise en charge de qualité. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? C'est un accompagnement, en tout cas, qui prend du temps et qui est très personnalisé. Ouais. C'est vraiment une adaptation à chaque personne, en tous les cas. S'adapter. Du coup, les transformations, non, on est sur les transformations observées, donc c'est un peu ce qu'on vient de dire en tous les cas, mais effectivement une meilleure compréhension des publics en grande marginalité et de leurs besoins spécifiques, une évolution bien sûr des postures professionnelles vers un accompagnement individualisé et centré en tout cas sur la personne. Une intégration progressive de pratiques inspirées du logement d'abord, co-construction des parcours, respect plus en tout cas des temporalités, la réduction des risques et une meilleure fluidité des parcours et une continuité de l'accompagnement entre l'hébergement et les soins proposés et les accès au logement. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on essaye, nous, dans tous les centres dans lesquels on intervient, d'interroger les pratiques, les règlements, la façon dont sont construits les projets personnalisés. Nous, on a un projet personnalisé voilà, qui est très axé sur le rétablissement en santé mentale, mais c'est des outils généralement d'autosupport. Voilà, c'est remettre aussi à la personne des petites clés, des petits outils qui vont lui permettre de sortir par le haut, en tout cas, de leur situation, qu'ils s'en saisissent ou pas au début, mais en tout cas, c'est des horizons avec lesquels nous, on travaille. Et je trouve que le partenariat, en tout cas, qu'on a avec Emmaüs Solidarité, est extrêmement qualitatif. Nous, on est très, très contents de travailler avec le CHU Faubourg. C'est des situations voilà, un peu paradigmatiques de ce qu'on essaye de faire. Alors, il y a des fois, ça marche bien, il y a des fois, ça marche un peu moins bien, il y a des allers-retours. Tout n'est pas linéaire dans ce qu'on fait. On essaie de se rendre le plus disponible possible, mais bon, on a aussi, nous, nos contraintes. On est une équipe de 13 professionnels. C'est compliqué. On a une file active en tout de 100 personnes à peu près. Donc, voilà, on essaie de faire au mieux. Je dirais aussi, je rajouterais peut-être sur nos pratiques professionnelles quelque chose qui est un peu particulier, qu'on ne voit pas dans tous les centres d'hébergement. C'est qu'on ne fonctionne pas du tout avec des files actives. On fonctionne vraiment sur la forme de référent de parcours. Donc, chez nous, tout le monde fait tout. Tout le monde accompagne tout le monde. Et donc, ça nous demande un énorme travail de communication, nous, en interne au sein de la PHI. Mais ça permet à ce que le CHU Faubourg, par exemple, puisse avoir beaucoup de types d'intervenants. Voilà, moi, j'ai pu y aller, un autre collègue aussi, une stagiaire, une alternante qui était chez nous aussi, une infirmière, la personne père aidante dont je parlais. Enfin, voilà. On essaie d'offrir un panel de professionnels et d'identités professionnelles assez large pour coller au plus près des besoins des personnes et des équipes. Ça permet aussi à l'équipe, en tout cas du CHU Faubourg Saint-Denis, un peu de s'inspirer de cette équipe qui, en tous les cas, pour l'accompagnement des grands marginaux, puisque bien évidemment, on s'adapte à ce public-là. L'accompagnement des familles est différente forcément, mais en tout cas, l'équipe, aujourd'hui, n'importe qui, en tout cas, peut accompagner un habitant de la structure sur un rendez-vous à l'extérieur. Enfin, il y a des références sur le CHU Faubourg Saint-Denis. Pour autant, l'équipe sur les publics grands marginaux s'adapte et n'importe qui de l'équipe peut accompagner également sur un rendez-vous, comme je disais, médecin. Ça inspire en tous les cas. Et donc nous, on est très très content de voir ces évolutions. Est-ce qu'on peut juste mettre la dernière slide
on va pas tout redire parce qu'on l'a déjà dit, pardon. Mais voilà, nous, on est très contents de voir aussi que certaines pratiques viennent évoluer, que des équipes montent en compétences. Alors, on n'est pas du tout dans une posture surplombante, on est expert de tout, et donc, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, nous, on progresse, nous aussi, au contact de dimensions institutionnelles qui changent d'un établissement à l'autre, des modalités d'accueil qui changent d'un établissement à l'autre. Et je peux vous dire en tout cas que notre travail de plateforme est super riche, que nous, on s'enrichit en tant que professionnels tous les jours au contact des autres structures. On espère que tout le monde monte en compétences ensemble et qu'on puisse vraiment faire droit à l'inconditionnalité de l'accueil partout où il y en a besoin. Et du coup, je souligne vraiment l'importance, en tout cas, de la transversalité et du partenariat, vraiment pour assurer la cohérence et la continuité de l'accompagnement de ce public-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci Voilà. beaucoup à tous les deux. On a quelques questions, deux qui concernent les consommations. Une question peut-être précise sur est-ce que pour savoir si la consommation est tolérée dans les espaces particuliers et collectifs ou juste dans les espaces privatifs. Et ainsi qu'une autre question sur la réduction des risques au niveau des drogues. Alors là, c'est peut-être un peu plus large, mais peut-être rapidement pour qu'on puisse passer à une seconde question et la suite. Chez nous, donc, dans notre collectif et notre diffus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de différence entre les produits. Je pense qu'à Faubourg non plus. Comment ça se manifeste? Alors déjà, l'alcool est une drogue, hein, la cigarette aussi, le café dans une certaine manière aussi. Enfin voilà, je pense qu'il y a un problème sémantique peut-être dans la question. Mais soit, nous on propose du matériel un peu de réduction des risques sur site. Donc on a des kits d'injection, des pipes à crack, on propose des préservatifs et tout. Enfin, pour nous, la réduction des risques, c'est pas juste les drogues, c'est aussi sur les conduites à risque. Ça va être sur les violences, ça va être sur la santé sexuelle, sur la santé tout court. Donc, on a une vision assez large de la réduction des risques. On a une vision assez large aussi de ce qu'est une drogue ou de ce qu'est un comportement à risque. L'idée, c'est de vraiment ne pas en faire un tabou, de vraiment en faire un sujet dans tous les accompagnements, de se permettre de pouvoir poser la question de quelle drogue est-ce qu'on consomme, de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les effets, quelles sont leurs fonctions dans la vie des personnes. Et en fait, une fois qu'on a cette compréhension-là, le dialogue est beaucoup plus facile. Chez nous, dans notre collectif, on essaie un maximum que les produits ou les substances psychoactives soient consommés dans les parties privatives. Très honnêtement, on a aussi des consommations dans les parties communes. Alors, on essaie de faire de la prévention là-dessus, etc. Généralement, c'est de l'alcool. Effectivement, il y a quand même cette différenciation entre drogue licite et drogue illicite. Alors, nous, on ne fait pas de différence dans leur prise en charge, mais dans les faits, voilà. Dans la loi française, ce n'est pas la même chose de boire de l'alcool que de s'injecter de l'héroïne, malheureusement. Donc, voilà, on a cette forme de différenciation. Maintenant, on essaie de faire un sujet de tous les produits, qu'ils soient licites ou illicites. Je pense que tout le monde gagnerait aussi à se détendre d'une certaine façon sur ces questions-là et d'ouvrir le dialogue, en tout cas, sur tous les produits. Ouais. Merci. Peut-être une autre. Ouais, une autre question sur, donc vous avez mentionné les échanges de pratiques entre professionnels sans les cadres. Et il y a une question sur le fait que peut-être que le changement de pratique nécessite un portage institutionnel pour soutenir ces pratiques nouvelles au quotidien. Alors, oui et non. Il y a plusieurs cas de figure. On a des cas de figure comme avec Sonia où les cadres ont envie aussi que les pratiques évoluent. On a des cas de figure où ce n'est pas du tout le cas. On a des cas de figure où le cadre institutionnel est imposé encore plus haut que le chef de service. Je pense à des structures où on a des règlements intérieurs qui datent de 15, 20, 25 ans, avec des directions ou des chefs de service qui ne sont pas prêts à faire ce mouvement-là parce que soit ils pensent que ça ne serait pas compris par les résidents qui sont là, par les professionnels, etc. Donc, les réticences, elles peuvent être vraiment à tous les niveaux. Moi, j'insiste sur les échanges de pratiques sans cadre
parce qu'on a besoin, à mon sens, en tant que professionnels de terrain, nous qui faisons les accompagnements au jour le jour, je ne sais pas à dire que les chefs de service ne font pas de l'accompagnement ou ne participent pas de l'accompagnement, mais on n'a pas exactement le même rôle. Moi, je pense que sur le quotidien de ce qu'on fait avec les personnes, des portes qu'on ouvre, des horizons qu'on peut ouvrir, je pense qu'on a un rôle qui est différent. Et je pense que l'ouverture, elle doit passer par les deux niveaux. On a comme projet, nous, à la PHI, de pouvoir proposer, en tout cas, avec tous les établissements qu'on a, avec lesquels on a des mesures fléchées, pardon, de pouvoir instaurer ces échanges de pratiques aussi entre cadres. Moi, c'est un peu mon combat en tant que cordeau, mais bon, je ne suis pas cadre du coup, mais voilà, j'aimerais qu'on arrive à instaurer ça aussi pour que les cadres entre eux aussi puissent s'inspirer des pratiques qui fonctionnent ailleurs. Tout comme nous, entre professionnels, on parvient à avoir ces discussions-là. Voilà, il y a des établissements avec lesquels c'est très preneur, d'autres un peu moins, et en fait, on travaille sur le long terme, quoi. Tu voulais réagir, Sonia? Non, j'ai envie de dire que j'échange en tous les cas avec la PHI, avec les cadres, hein, que ce soit Samy, enfin, je veux dire, en tout cas, moi, ce qui est plutôt agréable, c'est de pouvoir aussi les appeler moi-même en tant que chef de service et à un moment leur dire eh ben, mon équipe ou moi-même suis bloquée face à une situation, est-ce que vous avez entre guillemets des tips voilà, donc en tout cas, ça se fait, alors peut-être pas sous échange de pratiques bien formelles dans une salle, mais en tout cas, je le fais de mon poste. Mais on va y arriver. On va y arriver. Oui. C'est mon espoir. Après, les mêmes solidarités portent déjà Oui, beaucoup de choses. et beaucoup de choses se font déjà, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est la complémentarité qui est le maître mot de la fin de votre intervention. tout à fait. Merci beaucoup. Le temps file, on va passer à la dernière présentation de ce webinaire. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Avec du coup la plateforme Logement d'abord de la Drôme, qui donc propose un service de suite pour des personnes qui étaient en centre d'hébergement. Je vais laisser tout de suite la parole à Nadège Riadi. Bonjour, du coup moi je suis Nadège Riadi, chef de service de la plateforme Logement d'abord. Donc nous on a un service qui est né, alors qui a commencé à être financé en 2021 et qui a pris place plutôt en 2022. Et son origine, c'est vraiment suite au diagnostic CEPOM qu'il y a eu sur le département mené par la FAS, la DETS et le SIAO et les structures d'hébergement. De ce diagnostic, il ressortait que les gens y restaient sur les hébergements longtemps suite à des difficultés à trouver des logements en fait auprès de bailleurs privés ou publics. Et du coup, la plateforme, son origine vient de là. Donc nous, on a un service à disposition départementale, à disposition des centres d'hébergement de la Drôme, hein, que ce soit les hébergements d'urgence ou les CHRS insertion. Et on est composé d'une équipe pluridisciplinaire, donc il y a une psychologue, une infirmière, un agent immobilier, un technicien de maintenance, une conseillère en insertion professionnelle, un éducateur, une coordinatrice et moi. Donc, on est 9 équivalents temps plein sur l'équipe. Et les CHRS, ils vont nous solliciter pour les situations qui ont besoin d'accéder à un logement et pour lesquelles il y a encore des freins sur la santé, sur l'emploi, sur le logement, mais aussi sur des situations où beaucoup de choses ont pu avancer et le seul frein, c'est de trouver un logement. Donc pour ça, nous, on recherche des logements, on fait de l'intermédiation locative avec la visée de faire glisser le bail dans les 18 mois. Voilà. Du coup, on a un territoire qui est quand même étendu hein, sur toute la Drôme. Donc, les équipes, nous, on fait que de l'aller vers. Tous les rendez-vous se passent au domicile des personnes ou dans la rue. Là où ils le souhaitent, on est quand même sur les principes du logement d'abord, sur le rétablissement. Du coup, les gens nous exposent leur projet de logement, le projet d'habitat qu'ils souhaitent. Et on essaye de trouver quelque chose qui leur convienne. Voilà. On est saisi via une fiche de saisine et la coordinatrice, suite à cette fiche de saisine, elle va rencontrer la personne ainsi que son référent. Et on évalue, on pose un diagnostic, on approfondit la situation parce que souvent, on est saisi en premier pour le logement, pour les places IML.
Et en creusant la situation, eh ben, on arrive à élargir un peu notre intervention sur la santé, sur l'emploi. Et voilà. Et quand on trouve un logement, les CHRS travaillent avec nous. Ils ont des salariés qui continuent à accompagner les personnes. Donc cet accompagnement, il se fait en commun quand la personne, elle sort sur un logement. Mais vraiment, nous, on est une plateforme mise à disposition des structures d'hébergement, si je veux simplifier, mise à disposition des structures d'hébergement pour leur situation en apportant des professionnels du soin, que ce soit psychologues, infirmières, de l'emploi, plutôt que les personnes doivent se rendre au CMP. Et après, bien sûr, notre mission, c'est de raccrocher au droit commun. Voilà, on suit une centaine de ménages. Alors, ils sont pas tous sur le logement. On a 75 places d'intermédiation locative. Donc, actuellement, on va arriver autour d'une trentaine de logements quand on aura comblé toutes les places. Auprès essentiellement de bailleurs privés. On a quelques logements auprès des bailleurs publics, mais c'est vraiment pas la majorité. Ça doit représenter 5 logements sur les 30, quoi. Voilà, j'ai été un peu vite, je Ouais. crois. J'ai pas été Non, non, vite. mais peut-être pour revenir aussi sur des éléments, merci beaucoup qui avaient été partagés lorsqu'on a préparé ce webinaire. Dire aussi que le rôle de la coordinatrice sur lequel vous aviez pas mal insisté et Oui, aussi les autres oui, outils que vous proposez aux structures, un peu le catalogue de oui. formation, etc. En fait, ce qu'on a échangé en amont de cette rencontre, c'est que effectivement, moi, j'ai que des professionnels qui sont pas forcément, qui viennent pas du champ social au départ. Donc déjà, nous, on a fait tout un travail d'acculturation ensemble, de trouver notre langage commun, parce que un agent immobilier, une psychologue, une infirmière, on n'a pas le même langage à l'origine. Donc on a ce travail-là, et le rôle de la coordinatrice, c'est vraiment un rôle important au sein de la plateforme parce qu'elle, en fait, elle est travailleuse sociale à l'origine et elle fait le pont avec les partenaires. Donc, une fois par trimestre, elle rencontre les partenaires, elle fait le point sur chaque situation qu'on accompagne. Et en parallèle, une fois par mois, elle fait le point avec chacun de ses collègues sur l'avancée des situations. Et elle fait vraiment le pont et elle facilite les liens entre les structures partenaires et la plateforme dans l'intérêt des gens. Bien sûr, ça permet qu'on bosse ensemble leurs projets parce qu'on va faire ce que la personne souhaite, pas forcément ce que le partenaire souhaiterait, mais ce que la personne souhaite. Après, oui, effectivement, on a une offre complémentaire, c'est-à-dire qu'on peut proposer des ateliers. Nous, on a un catalogue d'ateliers, donc c'est les professionnels du service qui, selon leurs compétences, leurs appétences, ont proposé des ateliers. On en a une dizaine qui sont à destination des structures du département et qui, là, ne concernent pas que les gens que nous, on accompagne, mais tous les gens qui fréquentent leur structure. Donc, ça peut être les accueils de jour attachés à des CHRS ou autres. Et donc, ça va être des ateliers en lien avec l'emploi, avec le logement. Par exemple, on utilise d'Emmaüs le Kijoulou. On fait un atelier avec ça. On a des ateliers sur l'économie d'énergie, sur les violences. Il y a deux ateliers à destination des professionnels sur les risques psychosociaux et les violences également, animés par la psychologue. Et voilà, et on co-construit ces ateliers. En fait, on a un catalogue et après, quand on est interpellé, l'atelier, il est vraiment co-construit et co-animé avec la structure qui nous interpelle. Donc, on adapte l'atelier au public qu'on va avoir. Sur l'emploi, par exemple, ça peut représenter 3 ateliers, on peut en faire qu'un, 2. Vraiment, on adapte aux besoins des structures et au nombre de personnes qui seront présentes. Merci beaucoup. Il y a un certain nombre de questions dans la partie questions-réponses. Si ça vous convient, on peut tout de suite les prendre. Une première question sur les orientations, de savoir si uniquement les CHRS se peuvent orienter ou d'autres organismes ou tiers, pour donc éventuellement des personnes hébergées par des tiers, par des services hospitaliers ou des centres pénitentiaires, par le conseil départemental via l'ASE, par exemple. Non, nous, on est les orienteurs, c'est uniquement les hébergements d'urgence, les hébergements d'insertion. Voilà. On ne Très va pas clair. prendre les publics autres. On travaille en lien avec le SIAO notamment, hein, mais les personnes vulnérables sortant de détention, ils vont être mis en hébergement d'urgence des fois, ou enfin toutes les situations. Et là, on peut être interpellé une fois qu'ils sont hébergés. Notre accompagnement, par contre, il dure au-delà de l'hébergement, c'est-à-dire que si l'hébergement s'arrête, notre accompagnement ne s'arrête pas.
Nous, on a une durée indéfinie, en fait. C'est quand la personne en a marre ou que nous, on estime qu'on a fait le tour. Mais à l'entrée dans le dispositif, il faut que la personne soit hébergée en dispositif hébergement d'urgence ou d'insertion. Très clair, il y a deux questions plus sur la partie intermédiation locative. Mm. Donc, c'est pas forcément le cœur du webinaire, mais peut-être rapidement donc, sur la question la gestion des loyers d'impayés et éventuellement, en cas de besoin, la budgétisation de la remise en état des logements, sachant qu'il y a d'autres ressources hein, qui peuvent aider sur la question d'intermédiation locative qu'on pourra Bah, éventuellement repartager à l'issue du webinaire mm. au besoin. Alors, ben, on fait comme tout le monde, on se dépatouille et on est adhérent quand même à la FAPIL, donc qui nous propose une assurance hein, quand même pour ce qui est de l'IML, pour des impayés jusqu'à 1 an de loyer impayé. Et en cas de grosse dégradation aussi, on peut avoir une prise en charge de la réfection des logements. Et il y a une question enfin sur la question du financement. Alors, peut-être revenir dessus, parce que la question est de savoir s'il y a des subventions État ou si c'est des subventions département. C'est Oui. exclusivement des subventions État sur ce dispositif. C'est vraiment un dispositif qui est né à l'initiative de la dette. Et donc, on n'est pas financé ni par l'ARS pour les postes santé, hein, que ce soit psychologue, infirmière, on a uniquement un financement État. Mathilde, je crois qu'on t'entend plus. Ah, merci, merci Élise et merci ma collègue du bureau. Sur le fonctionnement de la plateforme, est-il le même que celui des autres départements? Non, ça, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a une grande diversité aussi sur la notion de plateforme. Donc, peut-être Madame Riadi, si vous voulez redire un mot dessus. Alors, moi, j'ai pas rencontré de plateforme qui faisait la même chose que nous. Je sais qu'il y a d'autres dispositifs qui s'appellent plateforme logement d'abord dans d'autres départements, mais je pense que chaque département a son fonctionnement. Nous, enfin, j'ai pas encore rencontré de partenaire qui faisait la même chose que nous. On n'est pas du un chez soi non plus, hein, même si on adopte les principes du logement d'abord. Mais je ne sais pas si ça se répercute dans d'autres départements, en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions et je vois que Camille est en train de partager le guide d'IML à l'écran. Oui, Ou j'ai c'est vu. ou c'est une erreur une manipulation, Alors, je ne sais pas. c'est une erreur de manipulation, mais, mais vous avez le lien dans le chat. Très bien. Ben, merci, comme ça tout le monde pourra le retrouver. Donc, on arrive à l'heure, à la fin de notre webinaire. Donc, encore une fois, un très grand merci déjà pour votre participation à chacun, chacune, parce qu'on a été très nombreux et vous êtes encore très nombreux à la fin de ce webinaire. Et un très grand merci aux différents intervenants, dont certains ont accepté au pied levé à la suite de petits problèmes techniques. Et bien sûr à la face pour toute cette co-organisation et pour les moyens techniques notamment. Peut-être sur les conclusions plus métiers, Camille, Raphaël, Élise, n'hésitez pas à compléter si vous le souhaitez. Mais je pense que ce que je trouve ressort beaucoup sur la question de ce webinaire, sur ces questions de faire vivre, on va pas reprendre l'introduction de Jérôme Darcourt, mais cette question aussi de se dire que ça se joue dans la complémentarité entre les professionnels et les personnes, dans les principes de rétablissement, de se dire que en fait on se base sur les personnes et que on réussit en fait à proposer quelque chose d'adapté parce que on a cette double approche, ces complémentarités entre les différents professionnels au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec les équipes de partenaires. Je pense que la question des partenariats sous différentes formes, inter-asso, on va dire culture, réduction des risques, santé, etc., a pas mal été mentionné. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui est prometteur pour se dire, en fait, voilà, y compris avec les limites qui ont pu être évoquées au long de ce webinaire ou pendant les introductions, que c'est aussi avec cette complémentarité qu'on arrive à faire force et à devenir plus fort et à soutenir le travail de chacun et bien sûr des personnes concernées.
Euh, Raphaël, Ouais, peut-être? je veux bien dire un petit mot pour remercier effectivement tous les participants et les personnes qui ont pu assister à ce webinaire et pour compléter un peu ce que tu dis, Mathilde. Moi, ce qui ressort surtout, c'est que je trouve que les professionnels, en tout cas, qui ont pu participer, ont l'air plutôt heureux de travailler dans ce secteur-là et ce qui est plutôt encourageant et qui fait du bien. Ensuite, j'ai l'impression aussi que c'est avant tout un changement de posture. Et que ce changement de posture, on le voit, pour un moment, c'est un peu un investissement, mais au final, j'ai l'impression que le retour sur investissement est toujours extrêmement positif. Je pense notamment à enfin, quand vous expliquez qu'on a le droit de faire revenir, en fait, les personnes reviennent dans les CHRS autant qu'ils le souhaitent. Finalement, on se rend compte que c'est pas tant que ça. Et puis, peut-être qu'on a l'impression que ça représente un peu plus de travail au départ, mais tout ce qu'on évite comme travail à côté, au final, est-ce que c'est un vrai travail en plus? Et puis, au même titre, un peu que ce que vous avez évoqué la dernière, Madame Riady, sur le fait que ça soit illimité, l'accompagnement et la question enfin, ça me renvoie quand même à cette notion de comment faire vivre la séparation entre le parcours logement et les parcours accompagnement. Là, il y a vraiment des choses, je pense, qu'on peut continuer à travailler. Et parce qu'en fait, au final, le logement d'abord, c'est avant tout éviter les ruptures de parcours. Et donc, à ce titre-là. Et peut-être un dernier point. Je pense que le partage d'expérience est vraiment très fort, que la formation seule, ben, c'est compliqué, et qu'encore une fois, le partage d'expérience permet ça, et surtout je pense que c'est la plateforme sur Paris qui expliquait aussi ce côté un peu réflexif, réinterroger en fait toutes les évidences tout le temps, parce qu'au final, c'est peut-être ça les postures, logement d'abord ou établissement, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est parce qu'on est souvent dans ce débat, est-ce qu'on le fait déjà? Je ne sais pas si on le fait déjà, mais ce qui est important, c'est c'est que les pratiques soient en mouvement et qu'elles soient toujours réinterrogées pour pas qu'on se retrouve dans 20 ans à avoir des vieux règlements intérieurs qui n'ont plus aucun sens. Et donc là-dessus, bah, moi, j'ai trouvé très stimulant le fait que vous ameniez cette volonté de toujours réfléchir et que enfin, moi, en étant dans le dispositif chez soi d'abord, c'est aussi des choses que j'essaye d'impulser, qu'on essaie d'impulser collectivement pour toujours réfléchir parce qu'il n'y a pas on n'est jamais arrivé en fait au rétablissement à ces pratiques-là. C'est quelque chose qui doit rester en mouvement et je trouve que ça a été c'est bien ressorti lors de ce webinaire. Merci beaucoup et j'en profite aussi pour vous remercier, donc intervenants et participants pour votre mobilisation. L'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de montrer le savoir-faire dans les structures d'hébergement, dans les territoires, de montrer finalement comment est-ce que vous avez la capacité à faire preuve constamment de réflexivité, de repenser vos pratiques, de repenser votre organisation. Et je pense que le pari est réussi. C'était super. Merci beaucoup.